invitation à venir parler d'un sujet qui, moi, m'intéresse pas mal, pas tant dans ma pratique scientifique de chercheur, évidemment, d'astrophysicien, mais dans la pratique d'enseignant et de diffusion des connaissances scientifiques. Donc je pense que si vous êtes physicien, vous n'apprendrez pas beaucoup de physique aujourd'hui. Peut-être vous apprendrez une façon, vous verrez une façon de voir, de présenter la physique ou de parler de physique en partant d'un sujet qui a priori n'en est pas, qui sont ces films de science-fiction. Je vais me polariser aujourd'hui sur le monde d'Avatar, parce que c'est un film assez riche. Le film est très mauvais, mais le monde est très riche, enfin très mauvais. Le scénario, il est quand même, c'est quand même, bon, voilà, c'est pas un grand film, mais c'est pas tellement lié à ses qualités scientifiques, évidemment. Les bons films de science-fiction, il y a d'excellents films de science-fiction, la science est très maltraitée. Il y a des Star Wars qui sont très très bien, et la science dans Star Wars, c'est pas grand-chose. Et il y a des films où il y a de la très bonne science, c'est très bon, par exemple Bienvenue à Gattaca, et la science est bien sympa, et le film est vraiment sympa. Et puis il y a des films qui sont très mauvais scientifiquement, qui sont très mauvais aussi tout court. Donc ceux-là, on les oublie, des exemples. Fusion the Core, mais ça, des trucs, voilà, ça c'est des, voilà. Fusion the Core, qui est vraiment catastrophique. Prometheus, Prometheus, c'est vraiment nul. C'est un film vraiment nul, et scientifiquement, c'est nul. C'est 2 fois nul. L'histoire est nulle, et tout est nul. Voilà. Donc, bon, voilà, il y a tout ce qu'on veut. Alors, j'ai tendance à choisir plutôt les films qui sont intéressants pour parler de science. Ça ne veut pas dire qu'ils soient bons scientifiquement, parce qu'évidemment, ce qu'on s'attend à faire, c'est de critiquer ces films en disant bah, là, c'est bien, là, c'est pas bien, du point de vue de la science. Ce qui, en général, est assez facile, parce qu'il y a plein d'arguments pour dire que souvent, ce qu'on fait dans ces films de science-fiction est très mauvais, ou pas très bon, ou moyen. Voilà, ça varie entre le moyen et le pas très bon. De temps en temps, c'est très bien fait, mais rarement. Donc, le but n'est pas celui-là, évidemment, même si ça se fera au passage. Le but n'est pas de critiquer les films comme ça, mais plutôt de s'en servir comme un prétexte pour parler de science. Pour parler de science, d'abord pour dire ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, ça se fait au passage naturellement, mais ce n'est pas l'objectif ultime, mais pour pratiquer la science. C'est-à-dire qu'on va le voir dans Avatar, je le ferai à propos de la physique ou de l'astronomie et puis de la biologie. On peut, en regardant ce que l'on voit, mener une enquête et essayer d'obtenir de l'information sur ce que l'on voit qui n'est pas donné dans le film. Donc de faire vraiment une sorte de TP, je vais dire ça brutalement, comme un petit TP de physique, sauf que la source c'est un film de science-fiction, donc on se dit qui s'y nous fait, mais on essaie de tirer l'information, et on va voir que des fois c'est pas facile de la tirer l'information, et en ce sens ça permet pour un public d'étudiants qui a priori sait des choses en physique, enfin on s'attend à ce qu'ils sachent un peu des choses en physique, à l'université en tout cas, des fois c'est discutable, hein. Je vois qu'il y en a qui font la moue, ils sachent un peu des choses en physique, ils sachent l'utiliser dans des contextes qui sont mal posés, qui ne sont pas du tout les contextes dont ils ont l'habitude, où en général il y a les examens, c'est partie 1, partie 2, partie 3. Les parties sont largement indépendantes, ce qui veut dire que le gamin il comprend que s'il comprend rien au début, il peut aller gratter des points à la fin. On lui donne toutes les valeurs numériques dont il a besoin, et qu'elles, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez, elles sont toutes justes, enfin il n'y a pas des fausses valeurs. Les questions sont à peu près tronçonnées pour qu'ils pigent un peu l'enchaînement de ce qu'il va falloir faire. Bref, tout est mâché pour que ça se passe à peu près bien. Et par ailleurs, il y a un implicite, c'est qu'il n'y a qu'une seule réponse et qu'il n'y a qu'une seule réponse juste. Il n'y a pas des réponses fausses. On ne demande jamais de montrer que ceci est faux. On demande toujours d'écrire la bonne réponse. Donc ils sont dans un cadre qui est tout à fait différent du cadre de la recherche, où on se pose des questions. Quel est l'âge de l'univers, par exemple, en astrophysique? Et puis démerdez-vous. Avec ça, voilà, vous avez votre question, puis vous débrouillez pour faire ce qu'il faut pour essayer de répondre à la question de quel est l'âge de l'univers, ou quelle est la température au centre du Soleil, ou comment se sont formées les galaxies. Donc en astrophysique, et en général, c'est quoi la structure de la matière, comment ça fonctionne, comment on fait des caméras comme ça, ou des petits objets avec un laser dedans, hein, qui a 50 ans, hein, et puis avant c'était une machine qui posait des tonnes posées dans un labo. Comment on a réussi à faire cette chose-là. Donc ça, ils ne savent pas du tout faire ça. Donc là, l'idée, c'est aussi de leur montrer, ça vous allez voir, ça que je vais vous présenter en fait pour vous, qui peut-être vous intéressera le plus que la physique dont je parlerai, c'est de montrer que l'on peut utiliser ces films-là comme un support de pratique scientifique, de méthodologie scientifique, de leur montrer comment ça se passe dans un cerveau scientifique en général et physicien en particulier. Alors ça peut commencer sur une image aussi bête que celle-ci, où on voit, donc tout le monde a vu, vous savez de la physique à peu près, tout le monde a vu Avatar? Oui, bon, non, pas tous peut-être, c'est pas très grave, de toute façon, parce que les images intéressantes, je les présente, et l'histoire n'a aucun intérêt. Il y a les bons et les gentils, les bons et les méchants, et à la fin, les bons gagnent. Ça, c'est les classiques. Donc l'histoire résumée, la voilà résumée rapidement, le reste n'a aucune importance. Il faut savoir, ça se passe quand même sur un monde, ce monde s'appelle Pandora, que beaucoup de gens appellent planète, même dans le film d'ailleurs, alors que ce n'est pas une planète, puisque Pandora tourne autour de cette chose qui est derrière, qui est Polyphème, qui elle est une planète, qui tourne autour d'une étoile double qui s'appelle Alpha du Centaure. En fait, il tourne autour de Alpha du Centaure A, qui est la première des 2 étoiles du couple Alpha du Centaure A, Alpha du Centaure B, qui est une étoile qui existe réellement, qu'on ne voit pas depuis le ciel français, ou européen en général. C'est une étoile de l'hémisphère sud, une constellation du Centaure qui est visible essentiellement dans l'hémisphère sud. Alors,
on peut déjà critiquer cette image-là de plein de façons différentes et à tout un tas de niveaux. Ça ne s'adresse pas forcément à des étudiants en physique super balèzes en physique ou même pas très balèzes en physique. On peut critiquer cette image-là avec des élèves de 6e, par exemple, pour leur demander qu'est-ce qu'ils voient. Alors d'abord, ils voient un satellite et pas une planète, on fait du vocabulaire. Ils voient un objet derrière qui s'appelle Polyphème. On peut leur demander pourquoi, à votre avis, ils ont appelé ça Polyphème. Alors en 6e, normalement, ils sont censés avoir... Je le pose beaucoup avec des 6e parce qu'ils sont censés avoir lu Ulysse en 6e, c'est au programme. Ils sont censés se rappeler de Polyphème. Alors les profs de français sont derrière, s'arrachent les cheveux, comme les profs de physique après un peu plus tard. Les gamins ne se rappellent de rien. Et pourquoi Polyphème? C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai plus. Et pourquoi Polyphème? Parce que ce truc-là, ça ressemble à un gros œil, c'est une sorte de tourbillon, ça ressemble à un gros œil, et les cyclopes ont un œil unique au milieu du fond. Bon, ça fait sens de l'appeler Polyphème, on aurait pu l'appeler de plein de façons différentes. Polyphème, ça fait sens. L'idée, encore une fois, de faire comprendre aux gamins qu'on essaie de se poser des questions sur ce qu'on voit, au-delà du plaisir esthétique de voir ce film qui est quand même très bien fait du point de vue esthétique, sans aucun doute, ou du plaisir de voir le film, wow, le vaisseau spatial, voilà la belle princesse, t'as vu le sabre laser. Il faut dépasser un peu ce niveau-là, et qu'on peut le faire dans le cinéma, évidemment, en regardant la mise en scène, en regardant le jeu des acteurs, en regardant les effets spéciaux, en regardant tout l'aspect technique du film, mais aussi, là, dans des films de science-fiction, des aspects, disons, plus scientifiques. Alors, une autre question qui est intéressante, c'est de dire, voilà, ce monde, je vais peut-être dire planète d'ailleurs plusieurs fois, mais enfin, ce monde Pandora est éclairé, manifestement, parce qu'il y a une partie lumineuse et une partie sombre. Où est la source de lumière? Alors là, c'est rigolo, on peut travailler pendant une demi-heure avec des 6e là-dessus, parce qu'ils vont me dire à gauche. Là, quand vous regardez, ils vont me dire, ils me disent, à gauche, monsieur. Moi, je dis à gauche. Et ils disent, non, monsieur, à gauche, voilà. Alors déjà, je dis, ça commence, il faut quand même dire une phrase précise, on est en physique. Je suis aveugle et je veux comprendre, ou je ne vois pas ce que vous regardez, et vous me décrivez ce qu'il y a et je dois le comprendre. Alors ça, ils comprennent que c'est assez difficile de faire des phrases justes, puisqu'en science, c'est ça la difficulté, et en vulgarisation scientifique aussi, c'est de dire des phrases aussi justes que possible en vulgarisation, et en science, des phrases justes au moment où on les prononce. Avec un juste qui peut évoluer dans le temps, sachant qu'évidemment, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, que la science évolue et que ce qui était considéré comme juste peut être considéré comme approximatif un peu plus tard, voire faux, et que des choses considérées comme fausses peuvent être considérées comme justes un peu plus tard parce qu'on a mieux compris. Donc ce caractère de véracité peut évoluer dans le temps. En tout cas, il y a un objectif de dire des choses précises et justes, et c'est pour ça qu'on embête les gamins à faire la différence entre masse et poids, etc., et faire attention au vocabulaire. Donc là, il faudrait dire... D'abord, ils ne savent pas nommer cette ligne-là, qui sépare le jour et la nuit. D'ailleurs, la plupart des gens l'ignorent, il faut faire un peu d'astronomie pour le savoir, ça s'appelle le terminateur. La limite de séparation entre le jour et la nuit, sur la Lune, c'est pareil, le terminateur, c'est ce qui sépare la face sombre de la face lumineuse. Eh bien, il faut être perpendiculaire au terminateur, donc déjà, il faut mettre des mots techniques. On prend la direction perpendiculaire au terminateur, opposée à l'ombre, et voilà, c'est dans cette direction-là qu'est la source de lumière. Alors, quand on aboutit à cette phrase-là au bout d'une demi-heure, ils comprennent pourquoi cette phrase est là, et ils ont vu le chemin qu'il y a à parcourir, alors en 6e évidemment, mais je pense que j'ai fait l'expérience aussi avec des étudiants, y compris à Polytechnique, où j'enseigne, et ils peuvent aussi faire des efforts sur la précision du langage quand ils expriment une idée. Alors après, on se demande, c'est quoi ça? Alors ça, ils vont dire, c'est un autre satellite, effectivement. Et effectivement, le terminateur ici, il a l'air après orienté comme celui-ci, donc on se dit, c'est le même éclairage. Et on peut faire des remarques après sur la précision. Pourquoi c'est plus pratique de trouver la direction avec ça qu'avec ça? Parce que là, c'est plus grand, et quand je mets une grande règle, j'aurai plus facilement la direction, alors que là, j'ai un petit bout de rien du tout, c'est merdique, et on peut élaborer sur la... c'est bien des fois d'avoir de la précision, d'avoir des machins grands, ou d'avoir quelque chose qui permet de faire une mesure pratique, facile à faire, et donc on peut élaborer un peu là-dessus. Et puis après, c'est quoi cette chose-là? Alors ils me disent, il y en a qui disent c'est un autre satellite encore, donc là, ils n'ont pas pigé grand-chose. C'est l'ombre, alors l'ombre de quoi? Alors ils peuvent dire l'ombre de ce satellite-là, ça c'est ce qui leur tombe sous le sens très rapidement, mais je leur dis à ce moment-là, est-ce que c'est cohérent avec ce que vous avez dit avant? Alors si c'est l'ombre de ce satellite-là, vous voyez que l'alignement de la source, ça devrait être par ici, et pas du tout dans cette direction-là. Donc là, il y a un problème d'alignement des sources, et donc c'est l'ombre de quelque chose, et probablement d'un satellite qui n'est pas sur la vue qui est ici. Si on veut être cohérent avec la source de lumière qui éclaire de façon cohérente, c'est ces deux satellites-là. Donc, sur cette image-là, on peut discuter un peu de temps. On peut se demander qu'est-ce que c'est que ça aussi. Alors ça, il faut avoir vu le film, c'est le vaisseau spatial, le vaisseau interstellaire qui a amené les humains, dont je parlerai tout à l'heure. Et puis, décrire un peu le monde. Bon, ça ressemble à la Terre essentiellement. On ne reconnaît pas les continents de la Terre, mais il y a des endroits verts qui sont les continents, manifestement, les endroits bleus qui sont la mer, et il y a des nuages. Bon, tout va bien, ça a l'air une planète habitable. En tout cas, c'est ce qu'on constate dans le film, où il y a des extraterrestres, les navis, qui vivent à la surface de Pandora. Donc, une image comme ça, c'est 40 minutes de discussion avec des 6e pour faire tout ce qu'on peut dire, et c'est pas facile pour eux. Et pourtant, tout est dans leur classe, ils ont tout vu, l'alignement des ombres avec les sources, tout ça, et l'objet, tout ça, c'est des choses qu'ils connaissent, les droites, les perpendiculaires, c'est que des choses qu'ils connaissent. Et c'est juste dans un contexte bizarre, donc ils se sont dit, pourquoi on va faire de la physique ou de la mathématique alors qu'on est en train de regarder Avatar?
D'accord ? Donc il y a aussi un problème de biais mentaux, c'est qu'on est en cours de physique. Alors si on se met à parler de philosophie, qu'est-ce qu'il fait le prof? Ou si en cours de philo, le prof se met à parler de physique, qu'est-ce qu'il fait le prof? Voilà. D'accord ? Donc il y a une sorte de sectorisation mentale pour le monde du haut programme qui fait qu'on ne parle pas de trucs qui n'ont rien à voir avec le cours dans lequel on est. Et là, on est dans un cours de avatar, si j'ose dire. Et donc il n'y a pas de raison qu'on fasse des maths ou de la physique. Et en fait, si, on peut en faire. Alors d'ailleurs, regardez ce qu'ils ont fait aussi. Ça, c'est plus, après, ça, c'est pour leur faire un petit challenge avec Photoshop, avec je ne sais quel logiciel, ils aiment bien jouer avec les images. C'est que regardez, cette grosse tache qui est ici, et la structure un peu de Polyphème, c'est exactement la structure de Jupiter. Où on a ici la tache rouge de Jupiter, qui est observée pour la première fois en 1610, enfin, elle n'a pas vu rouge, en 1610 par Galilée, avec sa lunette. Et depuis 1610, elle est toujours là. Et puis on voit l'ombre de satellite Io. Enfin, bon. Donc en gros, ils ont pris Jupiter, ils ont pris Photoshop, ils ont peint en bleu. J'ai essayé de faire pour voir si j'étais fort en Photoshop, je n'ai pas réussi. Mais enfin, on peut bricoler cette image de Jupiter pour en faire une sorte de pseudo-polyphème. Donc vous voyez qu'on va le voir à plusieurs reprises. Dans Avatar et en général dans les films de science-fiction, même les plus récents, aucune image, aucune référence, rien n'est original. Tout est repompé de quelque part. Dans les objets, dans les images de planètes, même dans les objets dans les images, on montrait tout à l'heure, dans les images les plus science-fiction, si j'ose dire, ils ont repompé ça d'avant. Enfin, donc rien n'est original. Dans Avatar, le scénario est nul, l'iconographie n'est pas originale. Le seul truc original, c'est le degré de perfection avec lequel ils ont fait ces images et la qualité des images qu'ils ont produites, qui n'étaient pas vues avant. Ils ont mis 300 millions de dollars dedans. Bon, j'espère qu'elles ont été bien dépensées apparemment. Pour ça, en tout cas. Alors, voilà une vue. Alors là, c'est dans une séquence du film. En vue subjective, on est à cheval, là vous voyez qu'il y a des navis qui sont à cheval sur des animaux qui ne sont pas des chevaux mais qui ressemblent furieusement, ils ont une tête de chevaux, sauf qu'ils ont 6 pattes au lieu d'avoir 4 pattes. Bon ça 6, c'est un critère d'exotisme classique en science-fiction. Dès qu'on veut faire une bestiole, on prend un cochon, on lui fout 6 pattes, tout de suite on voit bien que ce n'est pas un truc terrestre, quoi. Alors, on le change un peu, on le met bleu, on fait quelque chose pour que ça change un peu, mais essentiellement c'est très facile de mettre un être qui n'a pas le bon nombre de pattes sur Terre. Vous prenez un insecte, vous en faites un gros truc, voilà, vous dites on n'est plus sur Terre. Donc là, ils ont fait des espèces de chevaux à 6 pattes. Les navis sont des êtres extraterrestres, donc des humanoïdes bleus, qui font 3 mètres de haut, qui ont une tête de chat, enfin une tête de chat, ils ont un nez, essentiellement un nez de chat, un peu félin. Et ils sont sur ces chevaux, et là on est comme sur un de ces chevaux spéciaux, j'ai oublié le nom du cheval, sur ces chevaux spéciaux, et ils cavalent dans la plaine qui est ici. On voit la très belle vue, on voit Polyphème dans le ciel, on voit 2 autres satellites, on voit un point brillant intéressant. Il y a ces très grands arbres, on en voit un bout ici, d'ailleurs il y a un clan Navi, ces très grands arbres qui servent de repères aux tribus Navi. Et puis quoi encore? Et puis les trucs qui volent, c'est pas des oiseaux, c'est des banshees, on en parlera tout à l'heure. C'est des êtres volants de Pandora. Et donc la question que je pose là, c'est quelle est l'orbite de Pandora? Voilà. Alors on pourrait, en fait, il faudra voir la séquence ici, peut-être une petite séquence où on voit bouger, enfin, on a l'impression, en fait, sur la séquence qu'on est sur une colline et qu'on dévale une petite colline, quelque chose où, voilà, on est en train de descendre et là il y a une très très vaste plaine, là le contraste n'est pas super, mais il y a une très vaste plaine qui est là. Alors la question, quand on la pose comme ça, évidemment, elle apparaît difficile, parce qu'on n'a rien comme information. Et dès qu'on a fait un peu de géométrie, on sait que pour avoir la distance... Ah oui, il y a une information qu'il faut avoir, excusez-moi, il y a une information qui est donnée dans le film, pour le coup, qui est intéressante, c'est qu'on sait que Polyphème a la taille de Saturne. On dit Polyphème a la taille de la planète Saturne. Alors, elle n'a pas les anneaux, mais elle en a la taille. Elle a la tête de Jupiter, mais elle a la taille de Saturne. Donc on connaît la taille de Polyphème. Si on la compare à Saturne, le rayon de Saturne, c'est 57 000 km. Donc on sait que cette chose-là fait 57 000 km de rayon. Donc on se dit assez naturellement, pour un petit coup de géométrie, il suffit d'avoir la taille apparente, sous quel angle je vois Polyphème, et puis une petite tangente et une petite règle très simple, et hop, j'obtiens tout facilement la distance qui m'en sépare. Donc on a l'impression qu'il ne manque pas grand-chose, il manque juste la taille apparente de Polyphème, et hop, j'ai la distance. Donc la question, ça va être maintenant de déduire la taille apparente. Donc rien que faire ce saut-là, pour des étudiants qui savent ce que c'est une tangente, peut-être pas en université, je n'ai pas testé avec eux, mais pour des lycéens, bon, c'est pas trivial du tout, juste faire ce saut-là, de se dire, ah oui, il me faut la taille apparente, il faut que je connaisse l'angle sous lequel je vois cet objet-là. Alors comment je connais cet angle-là? Alors évidemment, on peut le dire au doigt mouillé, je ne sais pas, 10 degrés, c'est 15 degrés, il faut mettre plein de valeurs, et tout le monde en a une dans sa tête, et puis ça ne suffit pas, parce qu'on ne se mettra pas d'accord sur une valeur raisonnable. On peut comparer avec la Lune. Alors la Lune, on ne la voit jamais comme ça sur l'horizon. Enfin, là, on a l'impression d'avoir un astre qui est beaucoup plus grand que la Lune sur l'horizon ou dans le ciel. La taille apparente de la Lune, c'est un demi-degré. Donc là, on se dit, alors vas-y, chacun estime combien de fois plus grand que c'est la Lune. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas la Lune posée à côté, donc personne ne sait rien. Alors, d'abord, on va faire la manip sur la Lune, c'est ça que je propose. Là, c'est une vraie photo
de la vraie Lune avec les vrais télescopes du VLT, du Very Large Telescope européen au Chili. Et ça a été pris par un monsieur qui travaille là-bas, un astronome qui travaille là-bas, Gordon Gillet. Il a donné la position GPS de l'endroit où il a fait la photographie. Donc je connais la distance entre le point de photographie et les télescopes. Et là, c'est la même question, c'est le rayon de la Lune, je le connais, 1736 km, il faut que je connaisse la taille apparente de la Lune. Comment je peux connaître la taille apparente de la Lune? Eh bien, en la comparant avec des éléments du décor, par exemple ça, et je sais, parce que j'ai compté les pixels, enfin Photoshop, je ne sais pas quoi, compter les pixels pour moi, qui a, je ne sais plus combien, 5 fois plus de pixels ici, ou 4 fois plus de pixels ici que là. Donc si je connais la taille apparente de ça, je connais la taille apparente de ça. Comment je connais la taille apparente de ça? J'ai la position du gars, il m'a dit sa position, enfin il ne me l'a dit pas qu'à moi, il l'a publié avec la photo. J'ai pris la photo là, je sais où se situent les télescopes, et je connais la hauteur des coupoles qui est 29 mètres. Donc je connais la distance, je connais la hauteur des coupoles, et donc j'en déduis la taille apparente des coupoles, je multiplie par ce qu'il faut, 4 et quelques, et hop, j'ai la taille apparente de la Lune, je trouve 0,55 degrés, ça marche super. Qui est justement la bonne réponse, 0,5 degrés, à peu près la taille apparente de la Lune. Incidemment, bon, je vais revenir là-dessus après. Voilà. Donc la taille apparente de la Lune, 0,5 degrés, donc je la retrouve sur cette photo à partir des... J'aurais pu lire, évidemment, j'ai lu la rayon de la Lune. J'aurais pu lire la taille apparente de la Lune, j'aurais même lu la distance de la Lune le jour. J'aurais pu faire tout ça à la fois. Mais là, l'idée, c'est qu'on peut analyser cette photo avec une information qui semble parcellaire, juste la position, la distance ou la taille apparente de ça, et puis le rayon de la Lune. Et puis après, on fait le petit calcul, et puis voilà, ça marche. On trouve 360 000 km, c'est plutôt 380 000 la distance moyenne de la Lune, mais on trouve tout de suite le bon ordre de grandeur, on n'est pas du tout embêté par ça. Alors, ça, c'est pour montrer la procédure qu'on va suivre, parce qu'on va faire la même là-dessus. Quand on va être là-dessus, on va faire la même, on va faire la même, on va essayer de trouver la taille apparente en faisant des comparaisons avec les éléments du décor, sauf que là, on ne connaît pas la distance, on ne connaît rien dans le décor, à la différence de l'autre photo qui est ici. Là, on connaît des éléments du décor. Et c'est aussi pour faire attention, pour faire remarquer aussi, et ça pour les étudiants, c'est pas du tout évident, que là, sur cette photo-là, la Lune, elle a l'air énorme, elle a l'air vraiment énorme. Vous avez déjà dû regarder la Lune se lever. Vous, en plus, c'est pas mal ici, il y a le bord de mer pas loin, donc vous pouvez la voir, la Lune, des fois, très près de l'horizon. Et vous avez toujours l'impression que la Lune est beaucoup plus grosse quand elle est près de l'horizon, quand elle est dans le ciel, haute dans le ciel. D'abord, en réfléchissant un peu, elle devrait être plus petite. Elle devrait être plus petite parce que la distance entre vous et la Lune, quand elle est sur l'horizon, il y a le rayon de la Terre en plus. Donc elle est plus loin. Si elle fait un cercle autour de vous, elle a une distance un peu plus grande quand elle est à l'horizon. Si elle fait un cercle autour du centre de la Terre, plutôt, elle a une distance qui est un peu plus grande quand elle est à l'horizon que quand elle est haute dans le ciel, disons. Donc elle devrait être en fait un peu plus petite, et elle est manifestement plus grosse. Et donc ça, c'est un effet qui est purement un effet visuel, un effet d'optique, un effet d'illusion d'optique, qui est représenté par ça, qui s'appelle l'illusion de Ponzo, où normalement, pour tous les gens qui ont une vision normale, c'est-à-dire tout le monde dans cette pièce, vous devriez voir ce trait rouge plus grand que celui-là. Alors que la réalité du monde, c'est ça. J'ai rien effacé d'autre que l'image qui est derrière. J'ai pas tripoté les traits. D'accord ? Vous ne pouvez pas vous en convaincre que le trait, là, il est plus petit ou ils ont la même chose. C'est absolument impossible. D'accord ? Et ça, c'est lié à une chose, c'est que là, c'est une photo dans le métro de Londres, mais ça aurait pu être dans le métro de n'importe où. Ces lignes fuyantes vous donnent une perspective, une illusion de perspective que votre cerveau reconstruit spontanément. Et cette illusion de perspective vous donne l'impression que celui-ci est plus loin que celui-là. Et votre cerveau, assez bêtement, mais c'est un truc automatique, vous ne pouvez pas faire autrement, vous attribue automatiquement des tailles apparentes plus grandes aux choses auxquelles il attribue une distance plus lointaine. Donc la Lune, près de l'horizon, il lui attribue une distance plus grande que quand elle est dans le ciel. Pourtant, il n'y a aucune raison. Mais si vous faites même ça sans la Lune, faites l'expérience, c'est assez frappant, et vous le faites avec vous-même et avec d'autres personnes, et vous vous mettez dans un endroit bien dégagé, où l'horizon est bien dégagé, et vous demandez qu'est-ce qui est plus loin selon vous, le ciel au-dessus de votre tête, au zénith, ou le ciel à l'horizon. Il n'y a aucun élément de distance qui vous permet de discriminer, vous n'avez aucune idée. D'abord, c'est l'infini devant vous, enfin l'infini, c'est très loin, c'est l'univers qui s'ouvre devant vous. Et vous avez quand même l'impression très forte que le zénith est plus proche de vous que l'horizon. Autrement dit, le ciel, ce n'est pas la voûte céleste comme une sphère au-dessus de vous, c'est un machin qui a cette forme-là plutôt, au terme de distance. C'est-à-dire, si vous dites là, c'est loin, c'est de moins en moins loin, et puis à peu près là, tout ça, c'est à la même distance. Donc vous avez l'impression que la voûte céleste, c'est en fait un truc un peu comme ça. Et l'horizon, pour vous, et les ciels à l'horizon, est plus loin que le ciel au zénith, et vous attribuez, et j'attribue, tout le monde attribue automatiquement une taille plus grande, apparente plus grande à la Lune, à cause de cette illusion-là. Donc pour dire, on n'essaie surtout pas d'estimer ça à l'œil, parce qu'on va se faire pourrir par nos sens. Nos sens nous trompent, de toute façon, nos sens sont imparfaits, on a commencé à faire de la physique, de l'astronomie et plein de choses avec nos sens, mais nos sens nous trompent, sont imparfaits, et pour faire de la physique, eh bien, il a fallu être capable de faire des choses reproductibles qui ne dépendent pas de l'observateur, et par exemple Tycho Brahe, un grand observateur danois du fin du XVIe, il est mort en 1601, donc vraiment fin XVIe siècle,
Eh bien, il a commencé à vouloir refonder l'astronomie par l'observation en construisant des très grands instruments, des grands cadrans, des grands quarts de cercle, observation à l'œil nu, pas de lunettes astronomiques. Et il a compris très rapidement qu'il y avait un gros problème. C'est le 1, quand les étudiants, quand ses sbires à lui observent pour lui, ils s'attendent à l'avance à ce que lui, le chef, dise la réponse est 2 degrés, et assez curieusement, ils trouvent toujours 2 degrés. Et quand ils ne savent pas la réponse, ils trouvent toujours tous en même temps la même réponse. Tout le monde trouve 2 degrés, ou 1,757 degrés, tout le monde pareil. Comme ça, il n'y a personne qui sera plus engueulé que l'autre. Alors il a commencé après à les faire observer en se mettant au milieu, en mettant un là-bas, un là-bas, un là-bas. Et chacun observe indépendamment et il les surveille, et il collecte l'information et il regarde les valeurs que ça donne. Et avec ça, il essaie. Et c'est une des façons qu'il a eu d'améliorer considérablement la précision de l'observation astronomique, c'est simplement l'indépendance des observateurs et en gros faire de l'analyse de données avant l'heure, s'il faisait ça de manière très fruste, mais faire de l'analyse de données avant l'heure. Donc nos sens nous trompent, l'observateur peut se tromper, l'observateur il peut même lui-même, il n'est pas reproductible, et donc il faut essayer de faire un raisonnement. Si on veut trouver la taille de, on va revenir sur Polyphème, si on veut trouver la taille apparente de Polyphème, ben, c'est pas au doigt mouillé, et c'est pas avec nos sens qu'on va essayer de le faire, on va essayer de le faire par un raisonnement. Et après, le raisonnement, je vais vous le livrer. Évidemment, il sera discutable, enfin pas le raisonnement, mais les valeurs que je mets dedans sont discutables par certains aspects, mais c'est justement ça aussi qui fera et qui fait que la science progresse, c'est qu'on met son raisonnement, on met ses valeurs devant tout le monde et on discute. Et à la fin, on obtient un consensus qui est, entre guillemets, la vérité. Le truc qui fait que tout le monde est d'accord, ou essentiellement, la communauté est d'accord pour dire que c'est ce qu'il faut faire, ou c'est la chose qui fait foi. Alors pour les terminer, ben, je fais pareil. Je prends un cercle qui passe avec Photoshop très facile, un cercle qui passe par Pandora, par Polyphème, et puis un arbre qui va me servir de repère. Alors, il y avait un arbre ici, il y en a un là, et il y en a un là. Alors lui, il est merdique, j'en vois pas beaucoup. Pourquoi j'ai pris lui plutôt que celui-là? Quand on regarde cet arbre-là, alors là, le contraste n'est pas terrible, on le voit à l'horizon. Disons, on ne sait pas s'il est à l'horizon, mais on a essentiellement l'impression qu'il est à l'horizon. Lui, il n'est pas à l'horizon, son pied arrive là, et l'horizon est là-bas. Donc lui, il n'est pas à l'horizon. Lui, il est à l'horizon, ça veut dire que j'ai une chance de connaître sa distance. Vous allez me dire, bah oui, mais connaître la distance de l'horizon, ça nécessite de connaître des choses. La distance de l'horizon, elle dépend de la hauteur des yeux et du rayon de courbure de la planète que vous êtes. Donc je connais la distance de l'horizon, si je connais la hauteur des yeux, c'est-à-dire de l'observateur en caméra subjective là, qui est sur son cheval et qui fait 3 mètres de haut, mais il est posé sur son cheval en plus, et si je connais le rayon de la planète. Bon, donc déjà, on sent que ça sent le gaz. J'avais une question, j'ai 2 questions. Ça sent la divergence. Bon. En tout cas, je peux avoir une chance de trouver la distance parce que c'est la distance de l'horizon. Donc si on me donnait les autres valeurs, je pourrais m'en démerder. Là, j'ai aucune chance parce que je ne connais rien sur cet arbre-là. Je ne sais pas où il est. Alors ce n'est pas suffisant parce que cet arbre-là, pour avoir sa taille apparente, il faut aussi que j'ai sa hauteur. Il faut que je connaisse la hauteur de l'arbre. Alors vas-y, comment j'ai la hauteur de l'arbre? Bon, ben, j'en sais rien, évidemment, mais sauf que ces arbres-là, c'est les plus grands arbres possibles sur Pandora. C'est pour ça que les navires les utilisent. C'est les plus grands arbres possibles sur Pandora. Bon. Alors avec ça, il faut se débrouiller, ce n'est pas beaucoup d'informations. Il faut injecter après des choses que l'on voit et qu'on constate sur Terre. Alors, d'abord, la taille de Pandora. Il y a une chose dont on a besoin, c'est le rayon de courbure de Pandora. Ça nous intéresse, parce que la hauteur des yeux, c'est assez facile à déterminer. C'est assez facile. Parce qu'en gros, les navis, c'est des humanoïdes de 3 mètres de haut. Sur des chevaux taillés, quand on a un navi sur un cheval, c'est comme quand on a un jockey ou un humain sur un cheval. Sauf que le cheval, il est taillé pour un gus de 3 mètres de haut et pas un gus de 1,70 m, c'est tout. On fait une petite homothétie vite fait, on regarde les yeux de la hauteur d'un humain, la hauteur des yeux d'un humain sur un cheval, on fait la bonne homothétie, et ça donne un ordre de grandeur par rapport au sol. Bon, ils étaient sur une petite colline qui descend, alors après on essaie d'estimer quelle hauteur elle fait cette colline. On voit, quand on voit les autres qui sont un peu loin là-bas, la hauteur, on peut estimer peut-être 15 mètres, 10 à 15 mètres d'altitude au-dessus du fond de la plaine, et les yeux, c'est à peu près 5 mètres au-dessus du sol pour le navire. L'estimation que grossièrement. J'ai fait ça tout en ordre de grandeur. Après, les valeurs, je ne vous donne pas ça au centimètre, hein, évidemment. Donc, on a les yeux qui sont peut-être une vingtaine de mètres au-dessus du fond de la plaine. Et si je connais maintenant le rayon de courbure, alors j'ai la distance de l'horizon, et donc j'ai dit la distance de cet arbre-là. Après, il faudra trouver sa hauteur. Alors, la taille de Pandora, comment je la détermine? Alors, il y a une information. D'abord, Pandora au sol, c'est ça. Il y a beaucoup d'arbres. Là, dans la photo d'avant, il y a une grande zone de plaine. C'est bien le seul endroit dans le film où on voit une zone de plaine. Tout le temps, on est dans des arbres. Et quand on voit l'image, rappelez-vous l'image du début, toutes les zones continentales sont entièrement vertes. Il n'y a pas une zone jaunâtre. Si vous faites la Terre, la même chose. Il y a des zones blanchâtres, qui sont les pôles, où il y a la glace, et puis il y a des zones jaunâtres, tous les déserts, ces machins. Et puis il y a des zones verdâtres, c'est tout le reste, où il y a à peu près. Puis il y a le bleu, évidemment, de la mer ou des océans. Donc ça, je vais dire que c'est essentiellement ça qui couvre la surface des continents de Pandora, c'est des forêts.
Mettons que ça couvre, je ne sais pas, 80%, 90% les continents de Pandora. Si je connais la surface des forêts, j'aurai une idée de la surface des continents. Si j'ai une idée de la surface des continents, j'ai une idée de la surface de la planète. Alors comment j'ai la surface de la planète? La surface de la planète, je regarde l'image du début. Et la partie que je vois, il y a là d'à peu près moitié-moitié entre continent et océan. Je vois l'autre côté. Donc ça, c'est emmerdant. Parce que si vous regardez la Terre du côté de l'océan Pacifique, vous dites, il n'y a pas un seul continent. Si vous regardez du côté continent eurasiatique, vous dites, il n'y a pas d'océan. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est super emmerdant. Il me manque un bout de l'info. Je ne sais pas comment c'est de l'autre côté. Bon, ben, tant pis. Je fais avec ça. Je me dis, voilà, je vais faire. Et puis sur Terre, je me dis, sur Terre, les continents océans, c'est 2 tiers, 1 tiers. Bon. On va faire 50-50, 60-40. Après, on peut ajuster. Ça, c'est des nombres, on peut ajuster, on peut discuter. Ça, c'est une part de comment dire, d'ajustement qu'on peut faire si on veut, qui n'est pas tellement sens. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le raisonnement. Le raisonnement qui est, si je connais la surface des forêts, je connais la surface des continents. Si je connais la surface des continents, je connais la surface de la planète. Si je connais la surface de la planète, je connais le rayon de la planète. Et donc, j'ai trouvé. Donc, il faut que je connaisse la surface des forêts. Et pour connaître la surface des forêts, eh ben, c'est pas compliqué. Il y a une information, c'est pas ça, c'est une information très importante que donnée par la scientifique du film, ça c'est quand même important. C'est pas si elle est la scientifique responsable du projet Avatar. C'est suffisamment peu fréquent même dans la vraie vie pour que ça mérite d'être noté. Grace Augustine qui nous dit qu'il y a 10 puissance 12 arbres sur Pandora. Donc 1000 milliards d'arbres sur Pandora. Sur Terre, on estime 500 milliards d'arbres. 1000 milliards d'arbres, et on voit ça. Ça, moi je demande à mes copains biologistes, ils me disent ça c'est 150 arbres par hectare. Je prends 100, ça fait des calculs faciles de tête. 100 arbres, des gros arbres, pas des machins qui poussent, des arbres développés, des arbres matures. 100 arbres à l'hectare, dans une forêt dense comme ça, une forêt tropicale humide comme ils disent. Donc ça fait 10 puissance 10 hectares d'arbres. Donc à peu près autant de continents, un peu plus peut-être si les arbres ne couvrent pas tous les continents. Et donc on a comme ça la surface de la planète et donc la taille de la planète, avec ce nombre d'arbres qui nous est donné. Il y a des tas de nombres qu'on met à la main, évidemment. Moi, je ne connais pas les rapports continent-océan. Je ne suis pas sûr que ça soit que des océans, que des arbres partout sur les continents. Et oui, on a vu qu'il y a au moins une région, c'est une région de plaine, donc bon, on est un peu emmerdé. Bon, alors en faisant des educated guess, comme on dit, on peut essayer de se faire une idée de la taille de la planète. Et si on met des valeurs, disons, raisonnables, en tout cas, qui moi-même peut apparaître raisonnable, je mets 4900 km et ça me permet de déterminer la gravité de Pandora. Parce que quand j'ai la taille, sa gravité, et ça me permettra de faire un test de cohérence. Parce que quand j'ai la taille, c'est ça qui m'intéresse. Les 4900 km de rayon, pour voir à quelle distance, à quelle vitesse, entre guillemets, à quelle rapidité, à quelle courbure l'horizon disparaît sous mes yeux. Et donc pour trouver la distance de l'horizon, sachant que les yeux d'observateurs sont à telle altitude. Mais là, si j'ai la rayon, et Pandora c'est une planète où ils extraient un minéral, ils extraient des métaux qu'ils vont ramener sur Terre, le nobténium dont on va parler tout à l'heure. Donc c'est une planète qui ressemble à la Terre d'une façon ou d'une autre. Alors quoi? Elle a la densité de la Terre, on va dire. Alors peut-être un peu moins. 5. La Terre, c'est 5,5 la densité. Mettons qu'elle est 5 de densité. 5 de densité avec 4900 km de rayon, ça fait 3/4 de gravité terrestre. Et ça me permet de valider mon nombre, 4900 km, par un autre argument qui est la gravité. Parce que si la gravité était très faible de la planète, les humains qui arrivent sur Pandora, ils devraient faire des bonds, comme les astronautes ont fait des bonds sur la Lune en dépit de leur énorme scaphandre. Si vous alliez sur Mars, vous auriez des problèmes pour respirer parce que l'atmosphère est très ténue, mais vous auriez aussi une sensation de pesanteur bien moins grande, parce que la pesanteur martienne, c'est 38% de la pesanteur terrestre. Donc si la pesanteur est trop petite, les humains ils auraient une façon de se déplacer qui serait franchement différente, ce qu'on ne constate pas. Évidemment, c'était tourné sur Terre, donc c'est normal que... Bon. Mais si on se met dans l'ambiance du film, le changement, il n'est pas dramatique en gravité. Et à l'inverse, la gravité ne peut pas être trop grande non plus, parce que s'il était trop grande, il serait embêté. Et puis le héros du film, c'est un type qui est tétraplégique, et dans un fauteuil roulant. Donc, lui, il aurait des vrais problèmes dans une gravité importante, plus que les humains habituels, les humains, disons, non handicapés. Donc la gravité, à mon avis, elle n'est pas plus grande que la gravité de la Terre. Elle doit être plus petite. Elle n'est pas trop petite non plus. La moitié, c'est peut-être un peu trop petit déjà. Les humains feraient déjà des mouvements très différents. Et puis il y a un autre argument qui est donné, c'est que le méchant du film s'appelle le colonel Quaritch. Il nous dit ça. Le colonel Quaritch, c'est le Brutus du film, c'est le militaire borné. Il est gros Brutus, il soulève des poids comme un malade. Et pourquoi il soulève des poids? Parce que le manque de pesanteur, ça affaiblit. Alors c'est là où on voit que c'est un méchant, parce qu'il ne dit pas « parce qu'à 3/4 de gravité terrestre, ça affaiblit ». Il dit « le manque de pesanteur, ça affaiblit ». Donc il nous dit que la gravité est plus faible que la Terre, mais il ne dit pas combien. Ça, c'est un vrai méchant. Si nous avait dit la valeur, si nous avait dit à 3/4 de gravité, c'était réglé, on avait toute une idée de la taille, tout de suite, en faisant une hypothèse raisonnable sur la densité. Mais là, je vois que mes 3/4 de gravité, il est raisonnable d'une autre façon.
Donc c'est cohérent avec différentes choses. Ça ne veut pas dire que c'est la valeur. Moi, si vous me dites que la valeur c'est 4000 km, je serais d'accord avec vous aussi probablement, ou 4500 ou 5200. Voilà, on n'est pas à 100 ou même 200 ou 300 km près. Mais c'est pour dire qu'on peut faire une idée, on peut estimer de manière raisonnable la taille de la planète, de l'arbre de Pandora, du satellite Pandora, uniquement à partir d'informations qui sont très éparses, en fait, finalement très éparses, et en essayant d'être raisonnable dans ses choix numériques. Donc si on prend 4900 km, si on prend 20 mètres, ou je sais plus, j'ai dit 20 mètres au-dessus du plan, au-dessus du fond de plaine, la distance de l'horizon, je crois que c'est à peu près 17 km. Donc l'arbre est à quelque chose comme 17 km, peut-être 15 km de distance. Maintenant, il faut connaître sa hauteur. Parce que pour avoir sa taille apparente, il faut connaître sa hauteur. Alors, la hauteur des arbres, voilà comment ils sont foutus, ces arbres. Alors, ils sont très mal foutus, parce que ça ressemble à des palétuviers, et il est un peu incliné. Et des très gros arbres inclinés, ça, c'est pas bon. ça marche pas. Enfin, je discute ces arbres-là, ils peuvent pas être aussi grands que les plus grands arbres possibles sur Pandora. Ils sont là vraiment énormes. D'ailleurs, là, on voit des arbres ici, regardez. On pourrait comprendre cette image. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai pensé, on prend cet arbre-là, on dit ça, c'est genre, je prends un pommier, enfin, un arbre à la con qui fait 15 ou 20 mètres de haut. Et puis on dit, 15 mètres, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis combien de fois 15 mètres, et on tape, on a une idée de la hauteur. Alors, quand on fait ça, la hauteur de ce truc-là, c'est quelque chose comme 300 mètres. C'est un arbre assez grand quand même. Et incliné comme ça, 300 mètres, on n'y croit pas du tout. Ça ne peut pas tenir du tout. Parce que le couple du poids doit faire... la gravité est plus faible, mais enfin quand même, on a beau dire, moi j'y crois pas que ça tienne. Mais enfin bon, 300 mètres de haut, mettons. Mais on peut comparer surtout aux arbres terrestres. Là, il y a un type qui a l'air content de lui, qui donne l'échelle. Ça, c'est des séquoias qu'on trouve évidemment en Amérique. Ça fait 10 mètres de diamètre, 100 mètres de haut. Donc ça, c'est des sacrés arbres. On ne voit pas ça couramment. C'est des arbres absolument énormes. Et ça, c'est les plus grands arbres qu'on trouve sur Terre. On peut se demander... Qu'est-ce qui limite la hauteur d'un arbre? Alors, il y a plein d'arguments. C'est une discussion absolument passionnante sur la limite de la hauteur des arbres. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il y a une chose intéressante à constater, et ça c'est un fait, disons, d'observation, c'est que plus l'arbre est grand, et plus le diamètre de base de son tronc est grand. On se dit, OK, il n'y a pas de raison qu'une tige monte de 100 mètres et qu'elle reste une tige. À la fin, il y aura un problème, de sorte qu'un peu de vent, elle se casse. Déjà, on comprend que le vent, il a une importance, ou le fait que l'arbre peut être ployé, soit parce qu'il ne pousse pas parfaitement droit, soit parce qu'il est poussé par le vent. Et bon, il faut réfléchir un peu à ça. Bien, donc ces arbres, plus on est grand, plus on a un grand diamètre de base. Et il y a même une loi qui est universelle de ça, c'est que universelle, qui varie des pommiers jusqu'aux séquoias, qui marche bien des pommiers aux séquoias, c'est que le diamètre de l'arbre varie comme la puissance 3,5 de sa hauteur. Ce n'est pas linéaire en hauteur, c'est la puissance 3,5 de la hauteur. Et ça, on peut l'argumenter avec des critères, avec des arguments de mécanique. Vraiment, l'argument étant que l'arbre qui ploie, qui ploie sous l'effet du vent, plus il est grand, plus il a une prise au vent importante, il ploie sous l'effet du vent, il va être, disons, voilà, je l'exagère, il va être vraiment courbé, et il ne faut pas qu'il se brise sous l'effet de ce truc-là. Qu'il se brise, ni que le couple du poids, puisque maintenant la centre de gravité va être déplacée, le couple du poids, s'il sort de la base, ça peut faciliter le renversement de l'arbre. Donc il y a des affaires de mécanique qui peuvent gérer, discuter, et comment dire, montrer finalement que cette loi en hauteur à la puissance 3,5 est satisfaisante. Alors ça veut dire qu'un arbre qui est 8 fois plus haut, je dis quoi, la hauteur, le diamètre comme puissance 3,5, un arbre, excusez-moi, qui est 4 fois plus haut, il sera 8 fois plus large. D'accord, je prends des trucs simples, 4 fois plus haut, et ça va m'arranger pour les diamètres, 4 fois plus haut, 8 fois plus large. Donc si on avait des séquoias de 400 mètres, il ne ferait pas 10 mètres, il ferait 80 mètres de diamètre, d'accord, sur Terre. Alors évidemment, on peut essayer d'estimer après sur Pandora le diamètre de ces arbres-là. Alors là, ce n'est pas clair le diamètre, mais cette partie-là. Et cette partie-là, on peut l'estimer en regardant le film, parce qu'à un moment donné, il y a un de ces arbres-là qui est détruit par les méchants humains, qui avec leurs méchants hélicoptères, qui balancent des méchants missiles, qui détruisent tout. Et les méchants hélicoptères, ils font 10 mètres de taille, et quand on compare, il y a en gros 8 hélicoptères qui tiennent. Je dis 8 parce que ça m'arrange, ça fait 80 mètres. Et pour les calculs en conférence, c'est plus rapide, et j'ai l'impression de montrer que je suis un grand chef en calcul mental, alors que tout est facile. Enfin, pour vous, c'est trivial, mais pour les étudiants en 6e, ils disent, putain, mais ils calculent super bien. Putain, la racine carrée de 4, c'est 2. Faut arrêter, quoi. Et 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Bon, donc ça les impressionne, mais c'est facile en pratique. Donc si on estime que le diamètre de ces gros arbres-là est 80 mètres, c'est que leur hauteur est 400 mètres, à peu près 400 mètres, qui est compatible avec une espèce de proportionnalité qu'on ferait entre ça, en estimant cet arbre-là, c'est quoi? C'est un arbre basique qui fait peut-être 15 ou 20 mètres, et on compare. Donc 400 mètres de haut, c'est une valeur raisonnable. Ça laisse supposer aussi que la loi terrestre s'applique là-bas, hein, la proportionnalité s'applique là-bas. Alors c'est de la mécanique. Bon, la mécanique, c'est universel. Bon, c'est universel, oui, mais est-ce que les lois de la physique s'appliquent partout dans l'univers? Alors oui, sinon les astrophysiciens ne seraient pas là pour en parler, ils auraient arrêté tout le travail, quoi. Parce que si les atomes des galaxies lointaines, c'est pas les mêmes qu'ici, on arrête tout, quoi, parce que la spectroscopie s'arrête, tout s'arrête, et on passe à autre chose. En même temps, cette hypothèse, elle n'est pas du tout naturelle, enfin, elle n'est pas du tout naturelle, elle n'a pas toujours paru comme naturelle. Avant Galilée, pour faire simple,
on imaginait que tout ce qui était au-delà du monde supralunaire, tout le monde supralunaire, tout ce qui est au-delà de la Lune, relevait de lois et d'un élément qui était le 5e élément, qui n'était pas les 4 éléments terrestres, qui n'étaient pas les lois terrestres. Donc le fait que les lois du ciel et les lois de la Terre soient les mêmes, ce n'est pas du tout une hypothèse qui a été considérée comme naturelle pendant 20 siècles, en gros. Et qu'ensuite, Galilée, observant la Lune avec sa lunette, a considéré qu'il y avait des montagnes sur la Lune, ce qu'on ignorait complètement. À l'œil nu, on ne voit absolument pas ça. Il y avait des montagnes sur la Lune, et donc que la Lune avait des propriétés terrestres, finalement, et que donc on pouvait analyser, par exemple, les différences de couleurs sur la Lune, non pas en termes de Dieu a voulu peindre la Lune en gris ici et en blanc ici, mais en différence de nature de terrain. Comme sur Terre, on constate que des terrains de nature différente ont des aspects différents quand ils sont éclairés par le Soleil. Et donc, il en a déduit que la matière qui était ici, ce n'était pas la matière qui était là. Voilà. Donc, c'était tout à fait différent. On a du coup vraiment, en appliquant de ce qu'on constate sur Terre à la Lune, et à fortiori à l'univers, on peut essayer de comprendre l'univers. Donc, moi, je fais l'hypothèse que les lois sont les mêmes. Alors après, il y a la proportionnalité. C'est proportionnel à la puissance 3,5. Le coefficient va dépendre de la gravité, du bois, des propriétés mécaniques du bois, je ne sais pas quoi. Bon, alors là-bas, c'est quoi? J'en sais rien, donc je mets la même chose. La gravité, elle n'est probablement pas très différente, on l'a vu. Peut-être un peu moins que 1G, et le bois, j'en sais rien, donc je mets un matériau qui est comme le bois terrestre, évidemment. Donc, là, j'ai peut-être une imprécision là-dedans. Je n'ai pas le bois dont sont faits les arbres de Pandora, je ne les connais pas. Alors, une fois qu'on met tout ça ensemble, alors après, on peut faire chic en mettant des virgules, mais enfin, on s'en fout. En gros, l'arbre, il fait 1 degré, et le truc, là, fait 20 degrés. Et ceci, j'ai tout un raisonnement super fort. Évidemment, je suis critiquable sur les valeurs numériques que je prends, les pourcents, les machins, voilà. Mais le raisonnement, il tient la route, et il est cohérent avec la physique d'ici et maintenant. Il fait une prédiction, donc c'est vraiment de la science, je fais une prédiction. Il suffirait que j'aille là-bas et que je vérifie. Évidemment, en pratique, c'est pas facile à faire, mais remarquez que les astrophysiciens ne s'emmerdent pas non plus. Hein. Moi, je vous dis, la température au centre du Soleil, c'est 15 millions de degrés. Enfin, moi et les gens qui font du Soleil. Et qui a été voir? Personne. Et vous les croyez pourtant. Et personne n'ira jamais voir, c'est sûr. Si, avec les neutrinos, on a pu voir le centre du Soleil, on a pu sonder le centre du Soleil grâce aux neutrinos émis par les réactions nucléaires au centre du Soleil, et par un autre truc qui s'appelle l'héliosismologie, les vibrations du Soleil. Donc pour le Soleil, c'est pas tout à fait juste, on peut avoir des informations sur l'intérieur du Soleil. Mais avant, il y a une vingtaine d'années, on n'avait jamais été au centre du Soleil, mais jamais, jamais rien vu. Donc, c'est pas parce qu'on ne peut pas aller voir qu'on ne fait pas de la science. On peut le vérifier et le rendre cohérent. Donc, de ce point de vue, l'astrophysique se distingue de la physique de laboratoire, où là, on peut triturer, chauffer, refroidir, couper, tronçonner, faire des trucs, quoi. Essayer d'agir sur la matière directement pour voir ce qui s'y passe. Alors qu'en astro, il faut faire un scénario cohérent entre ce qu'on voit et ce qu'on sait de la physique d'ici et maintenant. J'ai dit bien d'ici et maintenant, parce qu'on est sur Terre maintenant. Et on a observé des objets qui sont loin dans l'espace et donc loin dans le temps, la lumière qui a mis un certain temps pour nous en parvenir, évidemment. Donc, on peut faire ce raisonnement-là, c'est peut-être pas un hasard si c'est un astrophysicien qui fait ce genre de raisonnement-là, c'est qu'on est exactement dans cette situation-là. Et pourtant, c'est de la science, et ça fait des prédictions, et si on pouvait y aller, on pourrait vérifier qu'on s'est trompé ou pas. D'accord ? C'est ça le critère que les étudiants ignorent en général, un critère de scientificité, c'est être capable de rendre compte du monde et de faire des prédictions sur ce monde qui contiennent en elles-mêmes les germes de votre destruction. C'est-à-dire, si vous dites demain il va faire beau, ma théorie géniale prédit que demain il va faire 23 degrés à Toulon, et s'il ne fait pas 23 degrés à Toulon, votre théorie géniale, il faudra la modifier un peu. D'accord ? Bon, il va probablement faire 23 degrés à Toulon, donc tranquille. D'ailleurs, ça ne fait pas très longtemps que la météo a dépassé le stade de prédiction qui est « il fera demain le même temps qu'aujourd'hui ». Si vous dites ça, vous vous trompez seulement les jours où le temps change. Et ce n'est pas si souvent que ça. Parce que le temps reste à peu près la même chose pendant quelques jours, après il change. Donc vous ne vous trompez pas si souvent. Et battre ça, eh bien, ça demandait des efforts considérables aux météorologues, l'air de rien. Donc voilà, ça veut dire qu'on peut faire des prédictions, il faut pouvoir être capable de faire des prédictions, c'est ça qui met en défaut votre théorie, éventuellement votre travail. Et c'est pour ça que l'astrologie n'est pas une science, c'est pour ça que plein de choses ne sont pas des sciences. Ce n'est pas pour être péjoratif avec eux, c'est juste, elles font des prédictions qui sont fausses et elles ne changent pas leur méthode. Donc ça, du point de vue épistémologique, pour les étudiants ou pour des lycéens, c'est important de savoir de quoi la science peut parler et comment elle en parle et qu'est-ce qui la distingue évidemment des autres pratiques intellectuelles humaines qui sont discutables. Bon, ça, c'est pas grave. Alors ça, je vais en parler, mais je vois que j'ai parlé déjà des plombes, alors je vais parler du reste. Ce truc-là, ça pourrait être quoi ? Alors il y a 6 solutions. Alors après, quand on dit il y a 6 solutions, on dit « Ah merde, alors c'est quoi les solutions ?» D'abord, ça peut être, alors on est dans un système d'étoiles doubles. Donc ça peut être l'autre étoile. Alors l'autre étoile, non, Alpha du Centaure B, elle est beaucoup trop proche, elle apparaîtrait comme un soleil, pas comme un soleil aussi brillant que notre soleil dans le ciel, mais comme un truc très brillant dans le ciel, il ferait jour, quoi, disons, si elle était là, il ferait jour. Donc c'est pas Alpha du Centaure. Ça pourrait être Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche du système solaire,
Alpha du Centaure est là, disons, le système le deuxième plus proche. Proxima du Centaure, mais c'est une étoile minable, toute petite. On la verrait comme une étoile minable dans le ciel. Non, c'est pas possible. On en serait beaucoup plus proche, mais elle reste comme une étoile minable. Ça pourrait être notre Soleil. Notre Soleil. Mais notre Soleil, il est à peu près aussi brillant qu'Alpha du Centaure. Ils sont très comparables. Et Alpha du Centaure, dans le ciel de la Terre, c'est une étoile brillante qu'on appelle magnitude 0, mais qu'on appelle une étoile de première grandeur. Mais enfin bon, c'est pas renversant, quoi. D'accord. Donc là, on a l'impression de voir un truc très brillant dans le ciel, comme on verrait, si vous avez déjà vu la planète Vénus, par exemple, dans le ciel, comme l'étoile du Berger. Ça donne plutôt cet aspect-là. Et l'étoile du Berger, c'est magnitude -4, c'est un astre de vraiment très brillant dans le ciel. C'est le troisième astre le plus brillant du ciel, après la Terre, la Lune, après la Terre, après le Soleil et la Lune, l'étoile du Berger, la planète Vénus. Alors ça pourrait être quoi encore? Ça pourrait être l'étoile du Berger locale, c'est-à-dire une autre planète du système solaire qui est brillante comme nous, on voit Vénus depuis la Terre. Bon, ça c'est possible. Ça pourrait être le vaisseau interstellaire des humains, qui réfléchit la lumière de Alpha du Centaure A ou B, et qui en renvoie une partie, comme les satellites artificiels réfléchissent une partie de la lumière. Si vous regardez, vous pouvez aller voir sur un site qui s'appelle Heavens Above, les cieux au-dessus de la tête, Heavens Above, qui vous donne les occurrences de passage de tous les satellites que vous voulez, dont un qui est particulièrement intéressant, la Station spatiale internationale. Si vous faites Toulon, puis vous regardez dans le mois prochain quand est-ce qu'elle passe, elle passera à un moment donné, vous la regardez passer, à l'heure dite, vous regardez le ciel, et vous allez voir un putain de spot qui est brillant comme ça, qui passe dans le ciel. Un truc très brillant qui se déplace et qui ne clignote pas. Quand ça clignote rouge et vert, c'est un avion. Quand ça clignote, c'est un autre truc. Quand ça ne clignote pas, c'est un satellite artificiel qu'on le voit à peine. Et quand c'est un machin brillant comme ça, c'est la Station spatiale internationale ou c'est les avions qui se posent à Toulon, vous les voyez en plein dans l'axe des lumières. C'est pas forcément un ovni. Voilà, pour vous, évidemment, c'est une trivialité, mais bon, pour les gens, je leur dis, non, il y a beaucoup d'autres possibilités avant que ça soit un ovni. Et en fait, il n'y a pratiquement que ces possibilités-là, en fait. Et puis, dernière chose, ça pourrait être, alors là, ils ont vraiment une chance scandaleuse, c'est que ce soit une supernova, une étoile qui explose et dont la luminosité augmente faramineusement d'un facteur plusieurs milliards. C'est-à-dire, une étoile qui explose, ça dégage autant de lumière qu'une galaxie entière qui contient 100 milliards d'étoiles. D'accord ? Donc, c'est un truc, ça pète le feu. Si vous voyez ça, c'est vraiment pas de chance pour nous, parce que la dernière supernova qui a été de notre galaxie est visible à l'œil nu, donc depuis la Terre, elle date de 1604. Et celle d'avant, c'est 1572, c'est Kepler, c'est Tycho Brahe, 1604, c'est Kepler. Il y a une supernova très célèbre en 1987 qui était dans le grand nuage de Magellan, qui était visible à l'œil nu, mais comme un point dans la nuit. 1604 et 1572, c'était un point brillant comme ça, en plein jour. D'accord ? En plein jour. Il y avait le soleil levé et il y avait un point brillant en plus. D'accord ? C'est vous dire la luminosité de l'astre. Dès comme ça, on n'en a jamais vu. S'il y a ce truc qui nous pète là maintenant, je peux vous dire, c'est de la folie chez les astrophysiciens. Tout le monde regarde ce truc et ne fait plus qu'une chose, c'est dire quelque chose d'intelligent sur cet objet. Voilà, parce que les supernovae, dans notre galaxie, il en explose à peu près une à 3 par siècle, dont la plupart sont à des distances considérables et donc totalement inobservables par la distance, tout simplement. Donc voilà, ça c'est les 6 ou 7 possibilités, je ne sais pas laquelle c'est. Alors, on peut discuter sur la faune et faire un peu de biologie ou de biomécanique, ça c'est intéressant. Je n'entrerai pas dans les grands détails de biomécanique. Voilà les banshees, ces êtres volants qu'on voyait tout à l'heure. En voilà un, avec un navis qui est dessus. Le navis déplié, il fait 3 mètres de long, là, du pied, là, comme ça fait 3 mètres. Donc ça fait peut-être 10 mètres d'envergure. En chiffre rond, ça va faire 10 mètres d'envergure. Alors déjà, un oiseau de 10 mètres d'envergure, vous voyez, on le met dans la salle, il se pose là, il déplie les ailes, vous voyez l'ambiance, hein, c'est un sacré oiseau. Parce que les oiseaux, je dis oiseau, mais c'est un être volant, parce que c'est pas un oiseau, évidemment. Nous, voilà ce qu'on a comme grand truc volant sur Terre. Actuellement, c'est les albatros et les condors qui font 3 mètres d'envergure. Et le plus grand machin volant sur Terre qui a jamais volé sur Terre, c'est ça. C'est un ptérosaure, qui s'appelle Quetzalcoatlus nortropy, voilà, 10 mètres d'envergure. Voilà les plus grands machins volants sur Terre. Actuellement, c'est ça, les albatros et les condors. Bon. Alors, le vol, je ne vais pas rentrer, j'ai déjà été long. La biomécanique du vol, c'est encore un sujet absolument passionnant. On peut montrer qu'il existe une masse maximum à un être volant sur Terre. Une masse maximum qui est due au fait que plus on est lourd, plus on a de muscles. Plus on a de muscles et plus on a de puissance pour voler. Donc a priori, on peut être de plus en plus grand, semble-t-il. Plus on est lourd aussi, plus on est grand. Mais en même temps, plus on est grand, plus il y a de frottement aérodynamique. Et plus la puissance, la puissance dissipée par les frottements aérodynamiques et la force de traînée sont importantes. Et il y a un problème, les petits raisonnements que je ne vais pas faire ici, il y a un petit raisonnement relativement simple qui montre que finalement, la puissance nécessaire, elle croît plus vite que la masse. C'est-à-dire, au départ, elle part plus bas. La puissance que vous développez, c'est votre masse, en gros, hein, c'est des watts par kilo, et vous avez un certain nombre de kilos de muscles. Eh bien, elle croît linéairement avec la masse, et l'autre, elle croît plus vite que linéairement, en puissance 7/6 de la masse, un peu plus vite que linéairement.
Avec pour conséquence qu'à un moment donné, vous n'avez plus la puissance qu'il faut, vous êtes trop lourd pour voler. Et la limite, sur Terre, on l'estime justement quelque chose comme 70 ou 80 kg. Le plus gros oiseau actuel, il fait 35 kg. C'est une outarde, une espèce d'oie qui fait 35 kg. Eux, ils ne la ramènent pas, ils sont très légers. Ils ont des très grandes finesses, ça c'est des oiseaux assez spectaculaires à voir, voler. Les condors, on peut en voir, les grands rapaces, on peut les voir dans les spectacles en été, on voit ça, j'ai vu ça, je ne sais plus, à Rocamadour, je me rappelle avec mes gamins à Rocamadour. Quand il y a un machin de 2,50 m d'envergure qui passe au-dessus de vous, ça fait quand même un choc. Hein. Et là, ça fait 10 mètres. Alors ces machins-là, comment ça vole? Alors 70 kg, c'est une masse estimée, parce qu'on n'a plus que le squelette, hein. Ça ressemble à ça, voilà, parce que c'est un ptérosaure. Je vais vous le décrire un peu, voilà, il a une sorte de long bec, voilà. Il a un corps comme ça c'est la position anatomique au sol, à 4 pattes, c'est un quadrupède au sol. Alors, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, donc ce truc-là, c'est probablement pas loin de la limite de vol. Donc si on met un type dessus, en plus, là, dans le film, là, il y a un gus dessus. Et dans le film, en plus, ils font des acrobaties absolument démentielles avec elle sur le dos de la bestiole. Bon, ça, on n'y croit pas du tout, ça marche, mais alors pas du tout. Bon, donc on oublie ça, mais ça a volé. Alors il y a des tas de gens qui font aussi la biomécanique de ça, comment ça a pu voler, comment ça s'est débrouillé, comment ça décolle. Pour les oiseaux qu'il a, c'est aussi très intéressant parce que le décollage n'est pas facile. Quand vous êtes posé au sol, vous n'êtes pas très grand et vous déployez des ailes de 3 mètres, comment vous battez des ailes sans toucher le sol et que ça décolle? C'est assez compliqué. Donc les condors, il y a deux solutions. Regardez la différence de morphologie, si j'ose dire, entre le condor et l'albatros. Le condor, il ne se pose jamais au sol, jamais au niveau du sol. Il se pose même là, sur un truc un peu au-dessus du sol. Donc ça, il jette dans le vide, si j'ose dire. Il jette dans le trou et puis c'est parti. Il a un peu de lancer et puis après il décolle. Il a une bonne portance et après c'est parti. L'albatros, c'est monstrueux. L'albatros, il ne peut pas se poser en hauteur parce qu'il pêche. Il va piquer les poissons sur les bateaux ou alors il pêche dans la mer. Et donc il n'y a pas d'arbre sur la mer. Donc il se pose sur l'eau. Donc lui, il est obligé de se poser au niveau de l'eau. Et comment il décolle? Il déplie ses ailes, il se met face au vent et il décolle. Il a une finesse tellement incroyable, il a une portance tellement... vous allez voir décoller, c'est fantastique. Il déplie ses ailes, il se met face au vent et hop, il part. Donc ça, c'est pas comme les moineaux à la con. Les moineaux, ils jettent en l'air. C'est assez différent, les petits oiseaux, ils sont bêtes, ils jettent en l'air. Ils font un petit bond, puis vas-y, tu bats des ailes comme un malade. Et après, il y a ceux qui courent comme des malades, je sais pas, les flamants roses, par exemple. Vas-y, fais un 200 mètres, tu gagnes un peu de vitesse, et quand tu as la bonne vitesse, allez, c'est bon, on y va. Chacun a sa méthode, et ça dépend complètement de la structure biomécanique de l'être. Hein. C'est assez rigolo de regarder ça en détail. Bon, enfin bref. Donc du coup, cette là il y a des gens qui ont étudié comment ils ont pu décoller, les ptérosaures, et le décollage des ptérosaures, ils ont mis d'abord la position anatomique est celle-ci, et ils le savent que c'est capable parce que les hanches, ici, les os des hanches s'emboîtent pas comme des bipèdes, ils s'emboîtent comme des êtres qui marchent sur 4 pattes. Donc ce truc-là, on sait qu'il ne marchait pas à 2 pattes, comme les poulets ou les oiseaux, qui ont 4 membres mais qui marchent à 2 pattes. Et puis là, vous avez l'épaule, le coude, et là, c'est la main. Il faut réaliser que ça, c'est la main, donc le poignet, et ça, c'est un os. D'accord ? C'est un os du doigt, donc ça, c'est le petit doigt. D'accord ? C'est le petit doigt de l'être qui est développé extraordinairement pour faire, regardez, c'est comme ça. Il y a 4 doigts, et il y en a un qui est extrêmement développé pour servir de structure à la toile, qui s'appelle le patagium, qui est une peau en fait, comme les chauves-souris. Les chauves-souris, elles ont 5 doigts comme nous, avec le pouce qui sert à s'accrocher, et les 4 doigts qui sont très développés pour faire la structure. Et puis les poulets ou les oiseaux, les poulets et les oiseaux, ils ont un doigt qui est le résidu du pouce et 4 doigts qui ont fusionné. Sur les ailes de poulet, on voit ça très bien. Vous allez chez un vendeur de trucs frits, là, hein, vous connaissez, et voilà, on voit très très bien ça. Et alors les ptérosaures, les mammifères, donc les chauves-souris ou les chiroptères en général, et puis les oiseaux, voilà les 3 catégories d'êtres qui ont inventé le vol battu sur Terre. Pas le vol bzzz, comme les mouches, qui est un autre mode de vol, mais le vol battu, on bat des ailes, on plane un peu, on bat des ailes. Les 3 qui ont inventé ça. Ceux-là, ils ont disparu, les ptérosaures, ceux-là, ils sont encore là, ceux-là, ils sont encore là, et les ptérosaures, j'insiste sur un point, c'est que ce n'est pas les dinosaures, ça n'a rien à voir avec les dinosaures, les descendants des dinosaures, c'est eux, c'est les poulets, les pigeons, les conneries comme ça. Les oiseaux sont descendants des dinosaures. Donc respect pour les poulets, ils ont des grands ancêtres qu'on n'aurait pas insultés facilement dans la vraie vie. Donc ceux-là, ils ont complètement disparu, les ptérosaures. Donc vous voyez comment il est mis, voilà sa position anatomique. Et après, pour décoller, il se propulse, il fait une sorte de saut à la perche sur le membre supérieur, les membres de devant, les membres antérieurs, on va dire plutôt. Il se propulse, ça le jette un peu en l'air, et là, il peut déployer ses ailes et c'est parti. Alors, voilà comment il est dans le film, le Banshee. Regardez comment il est. Il a les ailes repliées exactement comme c'est replié pour un ptérosaure. Il est sur 4 membres, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Bon, ils ont mis une tête de dragon, c'est plus joli. Et en gros, il a une structure morphologique de ptérosaure. Après, comme souvent, ils font des chimères, ils prennent un bout de dragon, ou un truc qui fait plus dragon. Ils ont mis des évents de dauphins, et ils ont mis des dents de reptiles.
les évents de dauphin, parce que cette trou-là s'ouvre et se ferme, et il n'a pas de narine. Donc c'est exactement par là qu'il respire. Il a des petites dents coniques, exactement comme ont les reptiles. Des dents coniques indifférenciées. Les reptiles ont des dents indifférenciées. Les crocodiles, par exemple, ont des dents indifférenciées. Ou les dauphins, d'ailleurs, aussi, ont des dents indifférenciées. Des dents coniques où ils cherchent juste à attraper. Nous, nos dents, elles ne savent pas attraper la nourriture, elles savent à trancher devant, à percer à côté, à mâchouiller derrière. Les éléphants, ils n'ont que des dents pour mâchouiller, puis d'autres belles dents pour faire les chefs. Mais sinon, leurs dents à l'intérieur, c'est que des dents pour broyer, pour mâcher les feuilles. Donc les dents, différenciées ou pas, on sait le régime. En regardant les dents, mon copain paléontologue, lui, il voit des dents qui traitent. D'abord, il sait que c'est une dent, alors vous pensez que c'est un bout de caillou, un truc pas clair. Même les toutes petites bêtes qui ont des toutes petites dents, il sait que c'est une dent. Et en plus, il vous dit tout de suite, l'animal qui vient, il c'était un carnivore ou pas, il savait faire des trucs uniquement avec la structure de la dent. Et en ayant comparé avec la vie terrestre, évidemment. Donc lui, il a des dents coniques. Alors ça donne plein d'informations, l'air de rien. Donc là, c'est de la biologie comparée. Et on sait cet être-là, on peut en dire des choses juste en le regardant. Même si c'est une chimère, évidemment, même un être qui n'existe pas du tout. D'abord, il ressemble à un ptérosaure, premièrement. Deuxièmement, il a 2 trous ici pour respirer, donc il avale que par là. Il ne respire pas par la bouche, comme nous. Nous, on a un trou pour respirer, un trou pour avaler, mais c'est interchangeable. Hein. On peut avaler par le nez, les petits-enfants le font facilement. On leur apprend que non, c'est pas comme ça qu'on fait. On intube les gens à l'hôpital par le nez, des fois pour les nourrir de force, ou pour les nourrir, enfin de force, pas de force, mais enfin ça c'est à Guantanamo, pour les nourrir parce qu'ils ne peuvent plus avaler tout seuls. Donc on utilise le nez pour avaler et pour respirer, et la bouche pour avaler et pour respirer. Tout est facile parce que l'œsophage et la trachée se rejoignent quelque part derrière. Et donc c'est même un avantage, mais c'est aussi un inconvénient parce qu'il faut réfléchir, il ne faut pas parler. Hein. On dit on ne parle pas la bouche pleine, hein. C'est pas bien parce que sinon ça fait des fausses routes et ça c'est très embêtant. Donc on a des avantages et des inconvénients. Si je suis enrhumé, je peux respirer et je peux parler. Difficilement respirer parce que je parle avec une voix de canard comme ça, mais je peux parler et tout faire. Lui et le dauphin, ils ont 2 systèmes complètement séparés, l'œsophage pour avaler, la trachée pour respirer. Et c'est complètement séparé, ces 2 tuyaux qui sont complètement déconnectés. Donc ça veut dire que si vous mettez un bouchon dans les vents d'un dauphin, il meurt d'asphyxie. Il ne respirera pas par la bouche. Et quand on donne un poisson à un dauphin, il l'avale tout rond, il ne cherche pas à le mâcher. Il n'a pas les dents pour ça, il n'en a rien à faire, il peut l'avaler tout rond, ça ne risque pas de faire une fausse route. Alors après, il faut les sucs digestifs qui vont bien derrière. Donc cet animal-là, il respire par ici, et il avale par là. Il a des petites dents indifférenciées qui ne lui servent pas à mâcher, mais qui lui servent à happer sa proie, éventuellement à la broyer. Il a des grosses mâchoires, il doit bien broyer ses proies, et il avale tout rond. Donc s'il chope Alexandre, qui est manifestement trop grand pour avaler tout rond, il va le couper en 2 ou 3 morceaux, et il prendra les 2 morceaux ou 3 morceaux individuellement, et il les gobera comme nous on gobe, je ne sais pas quoi, d'accord, comme les dauphins gobent les poissons. Si c'est une petite proie, par exemple les enfants d'Alexandre, il les avalera tout rond. Voilà. C'est très facile. Donc cet animal-là, alors qu'on ne le voit jamais faire ça dans le film, je sais qu'il fait ça. Par comparaison avec les animaux terrestres. Encore une fois, ça c'est plutôt de nature biologie ou de zoologie comparée ou biologie comparée. On peut dire des choses sur cet animal-là. Il y a des trucs qui sont moins clairs, ces espèces de longues antennes-là, ces sortes de prises USB biologiques. Hein, les navis prennent ça et se les branchent à leur prise à eux et ils parlent directement au cerveau du manchi. Bon là, c'est moins clair comment ça marche, hein, parce que sur Terre, on ne sait pas. D'accord ? Alors là, je ne dis rien. Vous voyez que prudemment, je ne la ramène pas sur des trucs où je ne peux rien dire, parce que là, du coup, ça devient trop bizarre. Bon, en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que, je vais peut-être revenir, en dire 2 mots tout à l'heure, on parlait de 10 puissance 12 arbres. Tu me dis, tu fais on parlait tout à l'heure de 10 puissance 12 arbres. Pourquoi ils ont mis 10 puissance 12 arbres ? Sur Terre, il y en a 500 milliards. On se dit, c'est un demi de 10 puissance 12, ça a l'air d'être un nombre raisonnable. Pourquoi ils ont mis 10 puissance 12 ? Parce que dans ce film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une sorte de conscience planétaire. Enfin, il y a clairement la conscience planétaire. C'est-à-dire que tous les êtres de Pandora communiquent entre eux, ont la possibilité de communiquer entre eux, en se branchant soit directement les uns aux autres, soit en se branchant à une espèce de réseau Internet biologique planétaire. Et ce réseau Internet biologique, c'est évidemment les arbres. Les arbres qui ont des racines, un machin droit et des feuilles. Vous prenez maintenant une cellule nerveuse, où il y a les terminaisons, il y a l'axone, et puis il y a les bouts de l'autre côté aussi. D'accord ? Donc c'est l'arbre comme exemple de l'axone ou de la cellule nerveuse humaine, et plus qu'humaine probablement d'ailleurs. L'arbre joue ce rôle-là, et que Pandora, c'est le cerveau planétaire. C'est-à-dire que les 10 puissance 12 arbres, c'est les 10 puissance 12 neurones du cerveau humain. C'est le même nombre. Enfin, ce n'est pas un nombre qui a été choisi au hasard parce que c'était le bon nombre d'arbres sur Terre. C'est le bon nombre de neurones dans le cerveau humain. Donc l'analogie, elle est claire, c'est le cerveau planétaire, les arbres qui font les neurones, et les êtres vivants de Pandora peuvent se brancher sur ce cerveau planétaire et s'en servir comme une sorte de stockage, puisque quand on meurt, on disparaît dans ce cerveau planétaire, on ne meurt pas vraiment, votre esprit reste là-dedans, et communiquer avec les esprits des morts et avec les esprits entre eux. Avec évidemment une difficulté,
c'est que Internet, si ça marche bien, c'est que les temps de latence ne sont pas trop ridicules. Ça veut dire que quand je vais consulter un site au Japon, comme la vitesse des impulsions électriques ou des impulsions lumineuses, c'est en gros la vitesse de la lumière ou peu s'en faut dans les câbles ou dans les fibres optiques, ça veut dire qu'il faut quelques millisecondes pour faire l'aller-retour de la requête. Donc ça va. Des fois, on se demande si ce n'est pas plusieurs secondes. Mais enfin bon, ça peut être typiquement lors de la milliseconde. Les pings qu'on fait, c'est millisecondes les temps de transfert. Si c'est des impulsions électriques comme fonctionnent nos axones, c'est 30 mètres par seconde. Hein. Quand on vous pique ici, il faut à peu près 3 centièmes de seconde pour que ça fasse pic. 3 centièmes de seconde sur 1 mètre, ça fait à peu près 30 mètres par seconde, typiquement. Donc si c'est 30 mètres par seconde, je peux vous dire le cerveau planétaire, si vous voulez parler à votre grand-mère qui est morte à l'autre bout de la planète et dont le résidu intellectuel traîne quelque part là-bas, ça ne va pas être pressé, quoi. Il faudra y aller, ça sera plus sûr. Donc voilà, ça pose aussi des questions de transfert d'informations, on peut discuter de tout ça. Le truc ne marche pas sur Terre, on n'a aucun exemple de ça sur Terre, ça ne marche probablement pas. Bon. Donc on n'a pas grand-chose à en dire, donc j'en discute peu. Alors pour finir sur Pandora, pourquoi les humains y vont? Parce qu'ils vont récolter de l'unobtainium, un métal absolument dément, plutôt un minerai. Alors quand on dit unobtainium, on a envie de dire un métal, hein, comme l'aluminium, le rubidium ou le zirconium. Hein. En ium, c'est l'élément chimique. On devrait plutôt dire, si c'est le métal, le minerai, on dirait plutôt l'unobtainite, comme on dit la kryptonite, enfin dans un autre domaine qui est Superman. Bon, le mot n'est pas très bien choisi, on a l'impression que c'est un corps pur, bon, évidemment qui n'existe pas, enfin il n'y a qu'à voir la racine anglaise unobtain qui vous dit que c'est un métal pipeau, évidemment. Bon, enfin ils vont chercher ça, et regardez la machine qu'ils ont prise, encore une fois, il y a des problèmes d'échelle, hein. Pour des sixièmes, on peut leur dire c'est quoi la taille de la machine? Ouais, c'est vachement grand, mais comment tu le sais? Bah, là il y a un humain qui doit faire 1m75, il y a un camion qui doit faire je ne sais pas combien, puis il y a lui qui est encore plus grand. Puis il faut faire attention au fait qu'il est plus loin, donc il y a des effets de perspective, donc il faut réfléchir un peu, mais enfin bref, c'est une machine monstrueuse. Ils y vont parce que ça coûte 20 millions de dollars le kilo, ils ramènent je ne sais pas combien de centaines de tonnes peut-être de nobtainium à chaque voyage, ça fait des milliards de dollars. On pourrait essayer de chiffrer un voyage interstellaire pour aller le ramasser sur notre planète, ce n'est pas des milliards de dollars, enfin c'est probablement des milliers de milliards de dollars. Bon, ça m'a l'air pas très cher au kilo, quoi. Et puis si jamais c'était un truc, on n'a qu'à le faire sur Terre. Hein. C'est-à-dire, ça c'est un mélange, cet unobtainium, il a l'air important, on va voir pourquoi. S'il est si important que ça, il n'y a qu'à faire l'analyse et puis on le refait sur Terre. C'est aussi bête que ça, même si on ne le trouvait pas spontanément. Parce qu'il est forcément formé d'un des 92 éléments de la classation périodique, des éléments naturels. Bon, j'ai mis les tarifs, mais ce n'est pas très grave. Encore une fois, regardez, ils ont pris la même machine qui existe déjà, ça s'appelle une bucket wheel excavator en anglais, une excavateur à roues, surtout que là ça tourne, ça fait 200 mètres de long, ça, 100 mètres de haut. Vous voyez, quand ça traverse, bon, bah, ça a raison, hein. Les gars s'arrêtent parce qu'ils ont guère le choix. Ça, c'est utilisé pour les mines à ciel ouvert. Il y en a quelques-unes des machines comme ça dans le monde. Ça rabote, au point de vue capacité, ça rabote un terrain de football sur 10 mètres d'épaisseur en 8 heures de boulot. Donc il faut avoir les... Voilà, on ne va pas ça pour creuser une petite tranchée dans son jardin et foutre un câble de télévision. Hein. Voilà, c'est vraiment pour les gros moyens. Alors, voilà le nobtainium à l'action, il est là, au-dessus d'un support. Il tient tout seul au-dessus d'un support. Donc évidemment, pour vous, c'est trivial, ça ressemble c'est de la lévitation, et de la lévitation supraconductrice. Sauf que ce n'est pas refroidi. Que ça a l'air d'être ça le supraconducteur, et les aimants sont en dessous. C'est ça le supra, et les aimants sont en dessous. Alors d'habitude, la manip, elle est là, voilà, c'est l'aimant qui est ici, et le supra qui est ici, dans son azote liquide. Pour le supra à haute température, on met dans l'azote liquide. On pourrait le faire à l'envers, mais bon, l'azote, il tient moins bien. Enfin, bon, donc on fait la manip dans ce sens-là, mais il n'y a pas de raison. On pourrait tenir à l'envers, ça marcherait très très bien. Donc là, ce truc-là est un supraconducteur, et ce n'est pas un supraconducteur qu'on fait sur Terre, c'est un supraconducteur à température ambiante, parce que là, on ne voit pas d'azote liquide. Il n'y a rien qui refroidit ce truc-là, il n'y a pas d'azote liquide. Donc, on peut comprendre que le nobtainium soit intéressant si c'est un supraconducteur à température ambiante. Si on avait ça, évidemment, c'est pas vous que j'apprendrais ça. Un supraconducteur à température ambiante, on ferait des tas de trucs super avec ça. Alors, oui, je mets ça à cause du lien qui est en dessous. C'est peut-être un site communiqué. Vous avez déjà vu la manip. Je la montre ici parce qu'elle est sympa. Elle a été faite par mon copain Bob Roth à l'occasion de l'année 2011, qui n'était pas du tout l'année de la Supra, mais qui était le centenaire de l'année de la découverte de la supraconductivité par Camille Ligonès. Là, on voit l'aimant et la passille supraconductrice. Allez sur ce site. Il y en a plein d'autres manips géniales à montrer, même pour les étudiants, qu'il a faites avec des trains supraconducteurs. Enfin, c'est des trains miniatures supraconducteurs. Il y a des tas de manips hilarantes et super marrantes. Et là, voilà, l'aimant, évidemment, se soulève tout seul. Dès que l'aimant est devenu supraconducteur, l'effet Messner entre en jeu, les courants induits se dissipent plus, et hop, on se retrouve avec quelque chose qui va léviter stable. C'est ça qui est intéressant. Parce que les étudiants disent, ah oui, mais j'ai qu'à prendre un aimant, je les mets l'épaule qui se repousse face à face, et puis ça va marcher. T'as qu'à essayer, tu verras. Et ça ne marche pas. C'est pas évidemment un équilibre stable. Donc c'est de la lévitation supraconductrice, enfin ça y ressemble beaucoup. Je peux comprendre que le nobtainium soit intéressant du coup. Si ils avaient remarqué l'échantillon, il n'y a pas besoin de faire 50 fois l'aller-retour, hein. On le fait sur Terre évidemment après.
Alors du coup, quand on voit ça, les monts Alléluia, bien nommés, ils sont grands les monts Alléluia. Regardez, là il y a un hélicoptère humain. Il est là l'hélicoptère, vous voyez? Ça fait quoi, 10 mètres? Bon, c'est un cube de 100 mètres de côté, ça. Donc c'est une montagne qui est en train de flotter au-dessus du sol. Alors si on se dit, ça qui est bien, c'est que là on peut se dire, alors à votre avis, comment on interprète ça? Alors quand on dit ça aux étudiants, juste après, ils disent, ah ben c'est la supraconductivité, monsieur, évidemment, la montagne elle est en supraconducteur, et on est dans la zone particulière qu'ils appellent le vortex, dans le film, où tous les instruments magnétiques se mettent à merdoyer. Évidemment, c'est une zone avec un champ magnétique intéressant, et puis ces supraconducteurs, ben, ça l'évite et on a compris tout. Alors là, c'est génial, parce que c'est exactement l'idée, c'est tout ça, en labo, ça se passe tout le temps comme ça. Ouais, j'ai une idée géniale, ça va marcher. Et après, on met des nombres dedans pour voir si ça marche vraiment. Puis des fois, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas le bon ordre de grandeur, il y a un truc qui ne marche pas. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que ça montre aussi un truc qui est super courant en science, que n'importe quelle personne qui fait de la recherche a déjà vu toute sa vie, tout le temps, et c'est même sa vie quotidienne quasiment, c'est d'avoir une bonne idée qui merdoie un quart d'heure plus tard, 1 heure plus tard, 6 mois plus tard, parce que dès qu'on met des nombres, dès qu'on fait la manip, on voit que ça ne marche pas si bien qu'on le pensait initialement, alors que ça avait l'air sur le papier super bien. Sur le papier, effectivement, ça a l'air de coller. On est dans le champ magnétique de la planète, peut-être dans cette région-là, il y a des anomalies magnétiques particulières. Sur Terre, il y a des endroits comme l'anomalie sud-atlantique où il y a des anomalies magnétiques particulières. En Bretagne aussi, c'est une galère en Bretagne. En Bretagne, il faut savoir qu'il y a des endroits, quand vous regardez votre boussole, vous dites l'aiguille qui est censée indiquer le nord, elle indique le nord. Ah non, elle indique le sud. Les lignes de champ magnétique, normalement, elles partent du nord au sud, quoi, ou du sud au nord, parce que c'est le pôle nord magnétique qui est au nord, enfin au pôle sud géographique. Enfin bon, les lignes de champ, elles font pôle à pôle, quoi, puis elles feraient bien des beaux méridiens si elles étaient gentilles, quoi, comme un beau dipôle magnétique. Et les endroits, les lignes magnétiques, elles font ça, elles remontent et elles font ça. Si vous êtes à l'endroit où ça remonte, quand votre boussole indique le nord, en fait, vous êtes plein sud. En Bretagne, il y a un endroit connu pour ça. L'anomalie sud-atlantique, vous faites ça, vous êtes foutu. Il y a quelques endroits où il faut faire attention avec sa boussole, quoi. Si vous ne savez pas, vous êtes foutu. Typiquement, ça se passe bien, mais pas toujours. Donc là, on pourrait se dire qu'il y a une super anomalie magnétique. Ça fait 100 mètres de côté, ça fait 1 million de mètres cubes, c'est du caillou, ça pèse 3 densités 3 ou 4, ça pèse 3 millions de tonnes. 3 millions de tonnes, hein. Il faut soulever ça de 20 ou 30 mètres au-dessus du sol. Vous avez vu que Clément, il s'est soulevé de 1 centimètre, qu'on va dire, au-dessus du sol. Donc, on peut calculer le champ magnétique qu'il faut. Alors on calcule le champ, c'est là où ça commence à devenir cruel. Quel champ magnétique il faut? Alors, voilà, la réponse c'est 10 000 Tesla. Alors pour vous, évidemment, ça vous fait marrer instantanément, parce que 10 000 Tesla, vous savez tout de suite ce que ça veut dire 10 000 Tesla, que c'est un truc complètement délirant, et que si même on mettait de la matière ordinaire dans un champ à 10 000 Tesla, elle explose, enfin elle est détruite, quoi, elle est disloquée. Les champs magnétiques qu'on sait faire, les plus forts, je peux toutes les donner, les plus forts champs magnétiques qu'on sait faire, les voilà, enfin 65 Tesla, c'est peut-être jusqu'à 100 Tesla en régime transitoire, on arrive à monter à 100 Tesla en labo. Les astros qui veulent toujours avoir la plus grande que tous les autres, ils ont 10% Tesla de soleil à neutrons, là c'est des champs magnétiques complètement terrifiants. La Terre, 50 micro-Tesla, donc un truc complètement minable évidemment, si on compare ça aux 10 000 Tesla nécessaires. Et c'est intéressant, c'est quand c'est des gens qui ne connaissent pas les sciences, et de leur dire, moi je leur dis souvent 10 000 Tesla, genre en insistant sur 10 000 Tesla. Alors du coup ils se disent, ah oui c'est énorme. Et là je leur dis, oui attendez, pourquoi c'est énorme 10 000 Tesla? Pourquoi vous savez que 10 000 Tesla c'est énorme? C'est à cause de 10 000? Non, ça ne peut pas être à cause de 10 000, parce que moi, par exemple, je fais 1 milliard de nanomètres, vous êtes au courant. Et c'est pas pour ça que je suis grand. D'accord? Donc, ce n'est pas le 10 000 qui doit vous impressionner, c'est en physique l'unité. Alors là, évidemment, pour vous, c'est des trivialités, mais pour les étudiants, ça ne l'est pas toujours, et singulièrement pour des lycéens, c'est que l'unité qui est derrière, elle dit des choses aussi en physique. Et l'unité qui est derrière, elle a tout son sens et toute son importance. Donc, le 10 000 Tesla, oui, c'est un fort champ, et si on ne sait pas ce que ça veut dire, on le compare à d'autres champs magnétiques, d'où les comparaisons qui sont ici. Donc ça, malheureusement, ça ne marche pas. C'était une belle idée, ça marche pas. Alors évidemment, comment ça tient, évidemment, j'en sais rien, parce que c'est la seule idée. C'est non seulement elle n'est pas belle, mais en plus, il n'y en a pas d'autre. Et alors, pour juste finir, mais vraiment finir, c'est cette dernière image, qui est le vaisseau interstellaire, pour dire qu'ils font quand même du bon boulot, c'est-à-dire que ce vaisseau, il est super bien. C'est pas un vaisseau à la Star Wars ou la Star Trek, une espèce de machin qui applique que la lumière, qui fait plein de trucs. C'est un vrai vaisseau, je vais vous montrer comment, et qui fait le voyage en un temps raisonnable. C'est-à-dire que la durée du voyage, elle est donnée dans le film, explicitement au début. On nous dit que ça prend 5 ans, 9 mois et 22 jours pour faire un peu plus de 4,5, à peu près 4,5 années-lumière, on va dire. Donc c'est tout à fait crédible. Alors, d'autant plus que 59 mois et 22 jours, c'est un passager qui dit ça. Donc c'est en temps propre du vaisseau. Et donc ça marche, on peut faire toute la cinématique du vaisseau en supposant qu'il accélère avec 1 G. 1 G pourquoi? Ou 3 quarts de G. La gravité de la Terre ou la gravité de Pandore, les gravités de référence, ça peut être que celle-là. Celle du point d'arrivée, soit celle du point de départ, pour que les corps,
les humains qui sont en stase, enfin une espèce de sommeil pendant toute la durée du voyage, que les muscles ne s'atrophient pas et qu'ils n'arrivent pas complètement incapables de se déplacer. Donc il faut qu'il reste une gravité artificielle pendant tout le voyage. Donc par exemple, l'accélération du vaisseau. Et si c'est 1G, c'est bien, et si c'est 3/4 de G, c'est bien aussi. Donc on prend l'une ou l'autre. Si on prend 1G, que le vaisseau il accélère pendant un certain temps, après il reste à vitesse constante, et après il décélère, on peut calculer, on a deux inconnus qui sont la durée d'accélération, supposée identique à la durée de décélération, et la durée de croisière en temps propre du vaisseau. Et donc deux inconnus, on a deux paramètres qu'on connaît, enfin deux choses connues qui sont la distance, 4,5 années-lumière, et qui sont le temps qu'on a mis pour le faire en temps propre, 5 ans, 9 mois et 22 jours. Donc avec ça, on arrive à complètement trouver, en supposant l'accélération. Il faut juste supposer l'accélération. Et donc on obtient que le vaisseau il arrive à 2/3 de la vitesse de la lumière, ce qui est un peu tonique quand même. C'est-à-dire on ne sait pas faire ça. C'est le seul truc du vaisseau, c'est qu'on ne sait pas le faire. Mais du point de vue de la conception, il est remarquable. Ce vaisseau, on comprend tout. Vous avez ici les grands, ça c'est des radiateurs. Ça d'abord c'est le bloc moteur. D'accord ? Ça c'est les soutes, et ça c'est les modules de vie. Alors vous allez voir pourquoi je sais que c'est les... Ça c'est les soutes parce qu'il y a les navettes. Ça c'est le bloc moteur parce que c'est le gros machin qui tire. Et ça c'est les modules de vie parce que cette chose-là, ça tourne. Donc ça, 2 fois, ça fait de la gravité artificielle, 1 fois par l'accélération du vaisseau, si on veut, et une autre fois, parce qu'en tournant, cette chose-là fait, avec la force centrifuge, une pesanteur artificielle à l'extrémité, qui permet que même quand le vaisseau est en phase de croisière, sans accélération, on peut quand même avoir une pesanteur intéressante pour les passagers. Le bloc moteur, là, c'est les réservoirs, manifestement. Ça, je ne sais pas quoi, des senseurs, comme on dit dans les films de science-fiction, c'est n'importe quoi, une antenne, j'en sais rien. Ça, c'est des radiateurs qui rayonnent l'énergie qui n'est pas utilisée dans la propulsion. Parce que dans l'espace, il n'y a pas d'air, enfin, il n'y a rien, il y a le vide essentiellement. Et donc, il faut pouvoir évacuer l'énergie. Et la seule façon d'évacuer l'énergie, c'est le rayonnement. Ce n'est pas la convection, ce n'est pas la diffusion. Bon, donc il y a des très très gros... D'ailleurs, à mon avis, ici, ils ont pris en photo les trucs de salle de bain, là. On tire dessus, cling, ça s'allume, ça devient rouge, et ça vous chauffe un peu dans les salles de bain. Il y en a qui ont eu ça, j'en vois qui rigolent, d'accord ? Bon, ben voilà, ça, ils ont pris ça, ils l'ont mis sur le vaisseau. C'est exactement ça. C'est un truc qui rayonne dans l'infrarouge beaucoup, c'est à quelques centaines de degrés. C'est absolument ça. Donc le plasma, il sort par là et par là. Et le vaisseau est accéléré par là. Quand le vaisseau est accéléré. Bon, là, c'est les sphères de carburant. Il y a une structure ici qui tire ça, c'est vachement bien fait, c'est allégé, c'est pour que le vaisseau soit le plus léger possible. Il y a une structure qui a une forme de tour Eiffel, à mon avis, c'est voulu et il y a une vraie raison. Donc ça, c'est très intéressant. Les soutes, ici, ça tourne. Et après, la question, c'est à quoi ça sert ? Alors, on a presque tout dit, les radiateurs, les réservoirs, le câble, les soutes, ça. Et alors, ce truc-là, c'est quoi ? Alors, quand je demande ça aux étudiants, ils disent, c'est pour freiner. C'est le parachute, le je sais pas quoi, il faut bien que le vaisseau finisse par comprendre qu'il faut que le vaisseau s'arrête quand même. Parce que si le vaisseau ne ralentit pas, il va tout droit, quoi, il ne s'arrête pas. Alors en fait, ce n'est pas le parachute, c'est un peu léger comme parachute. En fait, c'est que le vaisseau, pour freiner, pour décélérer, qu'est-ce qu'il devrait faire ? Soit il a des accélérateurs de poussée comme les avions, soit, et à cause de ça, il ne fait pas des accélérateurs de poussée, il se retourne. C'est-à-dire que quand il accélère, il va par là, et l'objectif, il est là-bas, et le plasma sort ici et là. Et quand il décélère, il se retourne, et l'objectif est par là, et le plasma, il est dirigé vers l'objectif, pour contredire le mouvement du vaisseau et le ralentir. Moyennant quoi, les passagers qui sont là-dedans, imaginez qu'il n'y ait pas ça, les passagers qui sont là-dedans, ils se retrouvent face au milieu qu'ils traversent. Là, ils ne sont pas face au milieu. À l'aller, enfin, dans la partie accélération, il y a ce bloc moteur qui s'interpose entre eux et le milieu qu'ils traversent. Le milieu qui traverse, c'est quoi ? Le milieu interstellaire, que les astrophysiciens appellent milieu interstellaire. Il y a entre 1000 et 10 000 particules par centimètre cube. C'est-à-dire, ça fait marrer tout le monde qui, en physique, essaie de faire de l'ultravide, où ils ont des millions de particules par centimètre cube, et c'est quand même de l'ultravide. Là, c'est le milieu interstellaire. Donc, ça veut dire que c'est un milieu qui est plus vide que le meilleur vide qu'on sait faire sur Terre. Et pourtant, si on se déplace à 2/3 de la lumière, ces particules, vous, dans votre référentiel de vaisseau, arrivent à très grande vitesse sur vous, et elles vont traverser la coque du vaisseau. Vous ne pouvez pas faire une coque de 850 000 mètres d'épaisseur non plus, d'accord ? Parce que ça pèse la coque. Donc qu'est-ce que vous faites pour vous protéger de ça ? Si vous n'en protégez pas, les gars, là, ils sont irradiés. Ils prennent des particules de haute énergie. Donc vous mettez un bouclier. Vous mettez quelque chose qui va les protéger. Donc ce truc-là, c'est le bouclier qui protège le module de vie quand le vaisseau s'est retourné et qui se déplace au début, juste après s'être retourné, il est encore à une très grande vitesse. Et donc, il faut que les passagers soient protégés des particules de très haute énergie qui, sinon, feraient une manière de radioactivité artificielle dans le cockpit. Donc ça, c'est le bouclier du vaisseau. Donc ce vaisseau, il est super bien fait. Enfin, se retourner, c'est pas facile. Hein.
Si c'est un câble, il faut faire attention, sinon rien. Enfin bon, je dis, voilà. En tout cas, il a une cohérence, il a une vraie cohérence. C'est beaucoup plus malin que pratiquement tous les vaisseaux interstellaires qu'on voit dans les films de science-fiction. En plus, ce truc-là tourne, ça tourne. Et les dingues comme moi, ils comptent en combien de temps ils font le tour. Et en fait, on ne voit pas faire complètement le tour. Dans le film, c'est assez fugitif l'image. On voit pendant à peu près 9 ou 10 secondes. On voit qu'il fait à peu près un quart de tour. Donc cette chose-là fait un tour en à peu près 36 secondes. Si la gravité, donc le R oméga 2, l'accélération centrifuge ici doit être, mettons, 3 quarts de G. Allez, on va dire 3 quarts de G parce qu'il faut que ça soit celle de Pandora, par exemple. Pour que les gars, ils arrivent, ils soient déjà habitués à la gravité de Pandora. 3 quarts de G ici. Ce truc-là fait 200 mètres de long, et donc là, on connaît la longueur du vaisseau. En comparant, bon, il y a un petit effet de perspective, mais on peut avoir une idée de la longueur du vaisseau parce que l'échelle de longueur elle est donnée par le truc qui tourne. Et donc ça, c'est quand même, je peux vous dire, pour les étudiants, trouver l'échelle de longueur là-dedans, ils savent tout faire. Enfin, je veux dire, R oméga 2, ils le savent en terminale S, quoi. Mais ils ne peuvent pas le faire en pratique. Ils n'ont pas le cerveau câblé pour ça. Ils n'ont pas encore le cerveau câblé pour ça. Et donc, trouver une échelle de longueur, comme on a trouvé tout à l'heure avec la planète, ça c'était déjà, alors là, c'est très au-delà de leur portée, juste poser le raisonnement. Et là, on peut encore trouver une échelle de longueur, donc c'est ça qui est sympa. Voilà. Donc, 2000 mètres la taille qu'on peut trouver. Bon, voilà, c'est la fin, c'est beau, ils ont fait des belles images. Vous voyez. Ça serait classe de pouvoir voir ça. Ça veut dire que probablement les nuits de Pandora ne sont pas aussi sombres qu'on peut l'imaginer. Dans le film, on voit beaucoup d'êtres qui sont bioluminescents, c'est très joli. Ça fait un peu comme Michael Jackson, là, quand il marche, ça devient lumineux, c'est super beau. Avec un machin comme ça qui fait 20 degrés de taille apparente dans le ciel, et qui ici reflète la lumière un peu comme Saturne, comme Jupiter, la luminosité de ce truc-là, c'est 1500 fois celle de la pleine lune. Donc il fait plein jour. Enfin, plein jour. Pas plein jour, mais il fait jour, quoi. Donc la nuit, elle est vraiment claire sur Pandora. Pas besoin d'être bioluminescent. Bioluminescence, en général, c'est quand il fait sombre. Hein. C'est les bestioles des cavernes, c'est les lucioles la nuit, il n'y en a pas grand-chose à part les lucioles, et c'est les poissons des abysses. C'est tout, là où il fait nuit tout le temps. Bon voilà, merci de votre attention.